Hello tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps évidemment, hein, vous me connaissez, si je fais pas de live tous les jours ou tous les 2 jours, c'est parce que j'ai toujours pas la fibre chez moi, voilà la petite update, comme ça c'est fait. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Il y a pas de Fremec, il y a pas de F4 UAE, il y a pas vraiment de formule de promotion ce week-end. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé streamer ça. Merci énormément Homero pour son Prime. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier les différents abonnés, les différentes personnes qui se sont abonnées sur les 2 derniers lives. Je ne les ai pas vus. En fait, il y avait pas je recevais pas les notifications. Du coup, je rattrape. Merci beaucoup à Maiden, BLVSH, R1 BZH Racing, HHH F1, Thiboldery, Handicart, Chloé R, BCN 72, Armel 42, Vario AD, Gorix 8, fan de F4, Formula Racing Live, Austin N, Lico Dingo et TACRB. Merci beaucoup. Désolé pour ce gros retard. Alors c'est vrai qu'il y a aussi du WRC, il y a de la Formule électrique. J'ai vu que Vergne avait fait un podium, je crois, sur la première course, donc ça se passe plutôt bien pour les Français. Et évidemment pour ceux qui ont suivi, cet après-midi, il y avait la dernière course de l'histoire du Trophée Andros, et on avait évidemment, j'allais dire deux pilotes qu'on suit de très près. On avait évidemment Théophile Naël qui a fait un splendide podium, troisième devant Sébastien Loeb. Il y a la course 2 de Formule électrique dans quelques minutes. Bah, j'ignore totalement, c'est incroyable, hein. Avant, je suivais à fond ce championnat et j'ai totalement décroché. Genre, j'en avais marre qu'il y ait des drapeaux rouges tout le temps. Enfin, je me suis vraiment lassé alors que j'avais regardé toutes les courses au début. Mais du coup, c'est bien de voir que certains pilotes voilà, continuent de performer. Surtout que voilà, Vergne, j'aurais bien aimé qu'il ait une deuxième chance en F1, mais bref. Donc voilà, il y avait Théophile Naël, dont on va parler un peu plus longuement, hein, sur ce live. Théophile Naël qui a fait troisième devant Sébastien Loeb, excusez du peu. Et on avait aussi Antoine Bedu, le pit stop F1, qui a déjà été invité une ou deux fois, qui a déjà été invité sur cette chaîne, évidemment, et qui voilà, s'est imposé dans sa catégorie. C'est juste merveilleux. Enfin, c'est voilà, énorme félicitations à lui. En tout cas, moi j'ai vibré devant sa course, c'était très bien. Ouais, il y en avait un pour prédire les grilles de F1 et je crois que j'avais stream sur sa chaîne à lui il y a un an. C'était déjà pour la Fremec à l'époque. Manguin qui dit mon avis sur la promotion de Kvyat chez Red Bull en 2015, if I speak, bah c'était un pari à la Helmut Marko. Voilà, Vernier était un peu trop vieux, je pense. Voilà, bon, hein. Bref. Quelque chose que je digérerais toujours pas, surtout que j'avais peut-être pas le recul, j'avais 13-14 ans à l'époque, et pour moi je comprenais pas pourquoi Vernier allait pas chez Red Bull, mais bon. On va parler du pilote Carlin annoncé récemment en F4 espagnol. Alors non, on ne va pas parler de... C'est de qui? C'est Douwe de Decker? Ou bref, c'est un pilote belge, je sais pas si c'est lui. Mais par contre, en pilote belge, on va pas... non, Thomas Strauven, c'est chez MP, non? Ou c'est chez Carlin? Oh là là. Va falloir que je révise, hein, la F4 espagnole. Thomas Strauven, ok. Non, mais par contre j'ai interviewé un pilote belge très récemment, c'est-à-dire ce matin j'ai interviewé Yannis Stevenedens. On en reparlera un peu plus tard sur la fin de live pour parler très rapidement de la Formule 4 française. Mais du coup voilà, Yannis Stevenedens, très sympathique, mais évidemment je suis un peu obligé, surtout que voilà l'actualité nous force, mais on va parler pas mal des pilotes français évidemment, on va pas parler que de ça, je vous montre évidemment mon inimitable PowerPoint. Salut Xeonka, j'espère. Ouais, bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu le live, hein, qu'il n'y a pas eu de live. Le dernier c'était avec Théophile Naël. Je trouve que ça lui a plutôt porté chance. On va encore y revenir. Donc on va parler de plusieurs choses, hein, pendant ce live. Globalement, on va commencer très très haut. On va commencer à parler de la F2, de la nouvelle voiture. Il y a eu les tout premiers essais, les premiers shakedowns. Les équipes ont pu tester la nouvelle voiture de Formule 2 qu'on voit là en haut à droite. Avec, donc là c'est la Prema d'Andrea Kimi Antonelli avec son aileron arrière osé, audacieux. En vrai, je suis un peu mitigé, hein, sur la nouvelle F2. Mais bon, et on va en reparler après. Évidemment, après on va parler de la Formule 3. Il y a encore 3 baquets à donner et on va se poser la question de qui peut aller chez MP, puisque pour l'instant,
Ah, alors j'ai perdu mon écran. Oui, non. Voilà, c'est le baquet principal qui manque. Et il pourrait y avoir Adrien David sur au volant de cette troisième MP. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, beaucoup de candidats évidemment. On va parler évidemment de la FRECA avec les récentes annonces de Alessandro Giusti et Evan Wilter. On va parler de la Formule régionale Moyen-Orient, de ce qui fait l'actualité de ce mois de janvier, avec la victoire de Théophile Naël. On va parler évidemment de la F4 et des débuts de Dorian Pan, de Jules Caranta, etc. Et on va faire un petit planning aussi du mois de février qui nous attend. Allez, on est parti sur les nouvelles Formule 2. Ouais, Nitram qui nous dit la F3 et ses pilotes ultra talentueux comme Piotr Wiznicki. C'est vrai que bon, bah. Voilà, Rodin Carlin va avoir un line-up assez déséquilibré, on va dire. Donc voilà, on commence avec ces nouvelles Formule 2. Les nouvelles Formule 2, voilà, au look très particulier. Je suis un peu mitigé, voilà, moi personnellement, alors juste pour parler du look, puisque globalement, on n'a pas beaucoup d'autres infos pour l'instant sur le look. Je les trouve bien, mais je les trouve peut-être même trop bien. En fait, ça fait peut-être trop F1 ou trop, je sais pas. Je sais pas, ça fait très voiture de grand. Ça s'inspire beaucoup de la Super Formula, c'est sûr. Mais je trouve, on dirait pas une formule de promotion en fait. Alors c'est peut-être positif, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais ça montre aussi que c'est le sommet de la pyramide des formules de promotion. Mais voilà, ça me laisse un peu bizarre, on dirait une vraie voiture de championnat du monde, quoi. Mais en dehors de ça, on a eu quand même des petites infos qui ont fuité ça et là, des essais qui se sont déroulés à Barcelone. Avec des voitures, a priori, qui, selon Victor Martin, sont très semblables. Donc, c'est un peu la piquette pour les rookies, du coup, forcément. Les rookies qui espéraient avoir moins de désavantages, en tout cas qui espéraient avoir moins de déficit d'expérience par rapport aux pilotes redoublants, bah finalement, les pilotes redoublants vont garder un avantage assez conséquent, de ce que dit Victor Martins. Victor Martins qui sera quand même, je pense, le favori principal, vu que c'est le meilleur rookie, le pilote redoublant le plus haut classé devant Oliver Berman. Donc voilà, Victor Martins avait l'air très positif sur ces nouvelles voitures, qu'elles changeaient pas vraiment. Ouais, idem du côté des ingés, rien de trop dur à appréhender sur ces voitures, nous dit Tonino, nous dit Passion Sport Auto. Donc voilà, a priori, c'est plutôt... il n'y aura pas de révolution. Il ne faut pas s'attendre à ce que la hiérarchie soit totalement bousculée. A priori aussi, l'un des points principaux de ces essais, c'était d'évaluer la fiabilité. Évidemment, il y a eu 640 tours qui ont été faits. Il n'y a eu aucun drapeau rouge. Il n'y a pas eu de problème moteur, en tout cas de problème majeur. Il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu de souci de fiabilité particulier selon les retours qu'on a. Par contre, et c'est là que ça va être plus intéressant, c'est les problèmes de taille. Les problèmes de taille de certains pilotes. Les pilotes les plus grands, notamment Paul Aron, notamment Zach O'Sullivan, qui auraient été un peu à l'étroit dans le cockpit, qui auraient été un peu handicapés dans leur mouvement. Alors ça, c'est pas une info officielle, c'est des rumeurs, c'est des trucs que j'ai collectés, mais voilà, Aron et O'Sullivan surtout auraient été deux pilotes qui auraient été assez gênés, donc ça peut être un avantage pour les pilotes plus petits, on pense notamment à Isaac Hadjar qui sera l'un des plus petits de la grille, à n'en pas douter. Manjox qui demande, il partageait la même monoplace, les deux pilotes par team au test. Ouais, exactement. Il y avait qu'une seule voiture pour chaque équipe et les deux pilotes alternaient. Alors je sais pas c'était quoi les programmes matin, après-midi, je sais pas exactement. Mais globalement tous les pilotes ont à peu près roulé. Et du coup pour répondre à la question de Nitram Nitrin, il n'y avait pas de deuxième pilote PHM pendant le test, il y avait juste Joshua Durksen qui était présent. Ils pourront Manjox nous dit ils pourront adapter le baquet à l'avenir pour les grands du coup. Ouais, mais je sais pas si c'est que un problème de baquet ou si c'est vraiment un problème pour au niveau du cockpit pour bouger vraiment le volant. Je sais pas à quel point ça peut s'adapter. Peut-être qu'il y a des ingénieurs, des mécanos dans le chat qui peuvent nous répondre, mais a priori ça avait l'air d'être une crainte. D'ailleurs, j'avais entendu que à Macao, donc au Grand Prix de Macao de Formule 3, Paul Aron s'était crashé au premier virage, ou en tout cas avait fait une erreur,
parce qu'il était trop à l'étroit dans le baquet de la Formule 3, donc pourtant de la Formule 3 avec laquelle il a roulé toute l'année. Voilà, il était très limité, du coup il avait fait une erreur, je pense pas qu'il s'était craché quand même, mais voilà, les pilotes grands, au-dessus de 1m85, ça va être compliqué. Et encore, Zach O'Sullivan, Oli Berman, c'est pas des pilotes si grands non plus. Ça va être plus problématique quand dans 1 ou 2 ans, on aura Ugo Chukwu, on aura, comment il s'appelle, Charlie Wurz, qui font 1m90, 95, voire pas loin de 2 mètres hein, pour Charlie Wurz. Donc, ouais. Ugo Chukwu, j'espère qu'il regarde pas le live. Ouais, bah c'est vrai qu'il va tomber en dépression, hein, sinon le pauvre, hein, il est peut-être riche, mais voilà. Bref, en tout cas, ça c'est un point à noter. En tout cas, voilà, le directeur technique de la F2 a dit qu'il y aurait des petits soucis, qu'il y avait des problèmes un peu mineurs à régler, etc. Donc voilà, il n'y a pas l'air d'avoir une inquiétude majeure non plus, mais pour ces 2-3 pilotes, attention quand même. Déjà qu'il aille en F3 au Gochukwu, mais il va y aller il va y aller, quelles que soient ses performances en Freca cette année, il va y aller en F3, vous en faites pas là-dessus, je m'inquiète absolument pas pour lui. On parle évidemment de la grille de Formule 2 qui est quasi complète, elle s'est complétée au fil du mois, on a eu notamment les annonces tardives de Victor Martins chez ART. Vous dites quoi d'ailleurs, vous, Victor Martins ou Victor Martins? Moi je sais qu'il veut qu'on dise Victor Martins, mais j'arrive pas trop, c'est très dur après des années à dire Victor Martins. On a aussi eu Roman Stanek qui redouble et qui prend l'avant-dernière place disponible encore chez Trident, et donc il y a un baquet restant chez PHMX. Elle a de la gueule quand même cette grille. Oui et non. En fait, il y a des noms vraiment qui claquent, qu'on entend depuis des années, qu'on voit comme des cracks générationnels, genre Martins, O'Sullivan. Voilà, je vais dire Martins tout le temps. Hein. Martins, Berman, Antonelli, mais aussi Zayn Maloney. On a aussi Ritomo Miyata, le champion de Super Formula. On a quand même des sacrés pilotes comme Gabriel Bortoleto, Denis Sauger, Colapinto, Amore Cord... Ouais. Ouais. Isaac Adjar, Pepe Marti. Enfin voilà, on a quand même des sacrés pilotes. Il avait dit à Vigneron quand il a commenté avec lui qu'il s'en foutait de la prononciation. Ah mais ça paraît dingue. Enfin je sais pas, moi je veux tout le temps qu'on dise Perceval Wolf. Genre si on dit Wolf, moi il y a un vrillage psychologique dans ma tête. Hein. Moi je suis tendu, mais bon, tant mieux pour lui s'il est à l'aise sur ça. Donc du coup on va continuer à dire Victor Martins. Mais donc voilà, il y a des pilotes de très grande qualité. D'ailleurs, Ritomo Miyata, je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner chez Rodin Motorsport ex-Carlin. Voilà, le champion de Super Formula qui va en F2, quand le champion de F2, Théo Pourchaire, va en Super Formula. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. On sait qu'il y a beaucoup de pilotes japonais qui ont un peu de mal à s'adapter aux formules de promotion européennes. On fera un live dédié un peu plus sur la grille de F2, on va un peu classer les différents pilotes, etc. Mais ouais, c'est vrai qu'on a une grille assez sympa, mais dans le même temps, c'est vrai que on a alors Crawford, Correa, c'est un peu moyen, Kouchmaini c'est moyen, mais il a vraiment surpris positivement l'an dernier. Mais voilà, on a des pilotes comme Rafael Villagomez qui n'avait déjà rien à faire en F3, on a Amaury Cordil qui n'avait rien à faire en F3, qui n'a rien à faire en F2, mais qui est toujours là. Et alors on a Joshua Durksen, et ça, je suis d'accord avec Nitram qui dit « Allez Durksen, tu mérites mieux que ce que les haters disent ». Je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense que ça va être quand même très compliqué pour lui. Ouais, ça va être quand même très compliqué pour lui. Puisque voilà, 19ème de Freca ou 18ème de Freca après 2 saisons, dans des très mauvaises équipes, certes. Voilà, c'est un pilote qui a toujours eu du mal avec le budget, et moi ce qui m'embête, c'est que je pense qu'il va pas être assez préparé et qu'il tente un coup à la Gianluca Petekov, et que... Enfin voilà, en dépensant les dernières centaines de milliers d'euros qu'il a, et ouais, en mode le tout pour le tout, mais c'est... Ouais. Ouais, il peut clairement surprendre, mais en fait c'est comme... Vraiment pour moi la situation est vraiment très semblable à celle de Petekov. Tu penses que Victor Martin sera aussi pilote de réserve en 2024 ? On n'a pas l'air de se diriger vers ça honnêtement. Je suis un peu déçu d'ailleurs de la part d'Alpine, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de garder Jack Doohan dans le programme, dans leur plan. Donc Jack Doohan a l'air de rester réserviste. D'ailleurs, il se pourrait qu'il ne fasse que ça, ou alors un peu d'European Le Mans Series à côté.
je suis un peu déçu parce que enfin, pour moi, Douane n'a pas prouvé assez pour être un pilote de F1. Et encore moins chez Alpine, qui a quand même des ambitions assez élevées, même si voilà, ça foire assez souvent, mais c'est quand même au minimum un team de midfield qui vise vers le haut, qui vise le top. Je sais pas, Douane, ça serait pas très ambitieux, donc je vois pas trop l'intérêt vraiment de le garder, à moins qu'il amène de l'argent pour l'académie, je sais pas vraiment. Mais donc a priori, Victor Martin, il serait plutôt un peu comme l'année dernière, avec j'imagine un peu plus d'essais quand même, mais une sorte de pilote d'essai, pilote de développement pour Alpine. La grande nouvelle, c'est que Nissany est enfin parti. Attention, attention, puisque voilà, il y a encore un baquet restant chez PHM. Le favori, c'est quand même Ralph Boschung. En tout cas, c'est les sources qu'on avait à Feeder Series depuis quelques semaines, quelques mois. Maintenant, je pense que ça doit se jouer aux enchères entre plusieurs pilotes. Mais Boschung avait l'air d'être le favori aux dernières nouvelles. C'est cool de voir de attirer les sponsors. La question, c'est que vaut Campos que tout le monde voulait? Bah ça, c'est la question à 1 million ou à 2 millions, hein, je ne sais pas exactement le prix exact de la saison d'Isaac Hadjar, mais voilà, gros pari de Red Bull qui place ses deux pilotes, dans la Campos. On va voir ce que ça donne. La Campos, hein, qui avait été assez surprenante l'an dernier, avec Boschung et avec Kushmaini, qui sont pas des pilotes générationnels non plus, qui avaient vraiment surpris. Donc l'espoir dans le clan Hadjar, c'est que voilà, avec des très bons pilotes comme Hadjar, comme Marty, il y a moyen que en fait la Campos, elle soit super depuis le début. On va voir. On va voir. Pour Red Bull, il y a toujours Fittipaldi chez VAR aussi, nous dit Tommy Sian. Alors, pas vraiment. Pas vraiment en fait. Enzo Fittipaldi, il est soutenu par Red Bull, mais par la compagnie Red Bull. Il fait plus partie du Red Bull Junior Team, il a plus de lien avec Red Bull. Pourquoi ne pas en mettre un chez Dams? Je sais que Hadjar était très proche de Dams à un moment, mais que visiblement Red Bull voulait vraiment comparer Hadjar et Marty, ou en tout cas les mettre dans la même équipe. J'imagine que ça n'a pas pu se faire. Je sais pas vraiment pourquoi ça s'est pas fait avec Dams. C'est vrai que j'aurais bien aimé aussi de voir un pilote français chez Dams, puisque ça commence à remonter, hein, le dernier pilote français chez Dams. J'avoue que là, comme ça, de mémoire, j'allais dire Grosjean en 2011 qui avait gagné le GP2, mais je pense qu'il y a dû en avoir d'autres depuis, dont Gasly. Gasly en 2015, mais la saison avait été beaucoup moins bonne. Il doit pas être si protégé que ça s'ils le mettent chez Hightech puis Campos. Bah, je pense que c'est une question d'argent aussi. Isaac Hadjar, il est pas très riche, il peut pas se permettre d'aller chez Prema ou des équipes comme ça, donc voilà. Xelan 4 qui nous demande: tu penses que lequel des deux pilotes Williams fera mieux que l'autre? Ça pourrait être déterminant si un baquet, voire les deux, se libèrent en 2025-2026. Honnêtement, j'ai plus d'espoir en Colapinto, puisque Zach O'Sullivan, je le vois vraiment pas concurrencer Martin voilà, je le vois pas spécialement briller. Je pense que là, vraiment, on aura vraiment un pilote numéro 1, un pilote numéro 2 chez ART. Ça va être assez clair. Alors que chez MP, Colapinto, enfin, MP, c'est sa maison. Il est face à Auger qui est à sa troisième ou quatrième saison, mais troisième saison, pardon. Qui reste quand même à ses côtés, même s'il a déçu. Je pense que Colapinto, il y a moyen qu'il batte Auger et qu'il se montre. Il se montre. Mais honnêtement, pour moi, le favori pour remplacer Sargent, ça serait Andrea Kimi Antonelli, avec le soutien de Mercedes. C'est un gros pari, évidemment, hein. Il y a le pari qu'il faut qu'il s'adapte très rapidement, mais Andrea Kimi Antonelli, ça reste Andrea Kimi Antonelli. Et il est chez Prema, et il a pas grand chose à perdre et beaucoup à gagner face à un Oli Berman que tout le monde voit déjà en Formule 1. Imaginez Antonelli bat Berman, hey, c'est la piquette pour Berman, et Antonelli est le nouveau dieu vivant, quoi. Donc voilà. On attend Giusti pour Williams. Ah bah c'est vrai, hein, c'est vrai. Enfin, et après Giusti, je pense, serait plus à un horizon un peu plus lointain. On va y reparler un peu après. Pour revenir sur est-ce que tu crois un sursaut de Auger pour sa troisième saison, un peu comme Drugo en 2022? Ça sortirait de nulle part, hein, honnêtement, ça sortirait de nulle part, puisque Drogovic avait sa première saison
où on avait vu vraiment que il était super solide. Et MP avait recruté tout plein de nouveaux ingénieurs pour la saison 2022, et il y avait eu un super timing. Là, MP ils se sont un peu fait avoir, hein. Ils ont vraiment dégringolé dans la hiérarchie. C'est pas impossible, mais Drugovic avait déjà montré des sacrées choses sur sa première saison en F2 en 2020, alors que Auger, bah, sur ses 2 premières années, voilà. Martins ne pourrait pas avoir une chance chez Williams par exemple. On sait qu'Alpine avait approché Williams pour Piastri. Non. A priori, bah, Williams, ils ont renouvelé avec Mercedes jusqu'en 2030 pour le partenariat moteur. Je pense que ça me paraît beaucoup trop ambitieux. Et surtout que Martins, voilà, il n'a pas de soutien financier très important. Euh, Au contraire, par exemple, d'un Antonelli. Hein. Antonelli, il est quand même bien soutenu financièrement, pas que par Mercedes, mais principalement par Mercedes. Je pense que Martins chez Williams, ça paraît compliqué. Hein. Martin, sa meilleure chance, c'est chez Alpine, et il faut que ou Ocon ou Gasly, mais je pense plutôt Ocon, partent ailleurs. Donc voilà, un CF, CF, la vidéo qu'on avait fait avec le pit stop F1 sur notre prédiction de la grille jusqu'à 2030. Donc voilà. Pour revenir sur le dernier baquet PHM, voilà, le favori c'est Ralph Boschung. Voilà, normalement ça devrait être lui. Il y a peut-être un espoir encore pour Taylor Barnard, mais visiblement c'est pas le plan pour lui, alors que je pense qu'il le mériterait, qu'il s'en sortirait très très bien. On partirait plutôt sur Ralph Boschung et voilà. Ouais, ouais, j'ai évité de dire Ocon chez Stake, puisque Ocon chez Stake, ça fait, c'est tellement pas sexy quoi. Enfin enfin non quoi. Non, je préfère dire chez Audi, puisque comme ça chez Audi c'est, ou même chez Sauber. Hein. Chez Sauber ça me va. Enfin, en tout cas j'aime bien l'équipe Sauber, en tout cas son histoire, etc. Là, Stake F1 Team, Stake Kick machin. Franchement c'est. Bref. Et va-t-il arriver aux 10 saisons de F2? Il s'en rapproche, hein, Boschung. Hein. Il s'en rapproche, il avait commencé la F2 en même temps que Leclerc. Charles Leclerc, en 2017. Donc il a fait toutes les saisons de Formule 2. Euh, voilà, bon, hein. Ralph Boschung qui fait sa vie en Formule 2. Écoutez, on passe à la Formule 3 si ça vous va. Non mais je suis d'accord, hein, les renaming en F1, je suis dépité. Je suis dépité, je sais pas quoi dire, c'est vraiment des panneaux publicitaires, les noms des équipes. Je trouve ça assez. Enfin voilà. Hein. Après, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, sur la communauté F1, tout le monde est d'accord là-dessus, donc je vais pas répéter ce que les autres ont dit, mais Visa Cash. Enfin, en fait, Stake Kick, en fait, c'est pas si terrible quand tu vois le nom de Visa Cash App RB. Voilà, hein, on va appeler ça Toro Rosso ou AlphaTauri ici. Hein. Un avis sur le choix de Ferrari de garder Camara en Freca alors qu'il risque fortement de ne pas la gagner. Oh, c'est osé, ça quitte 22. On va y revenir un peu après sur la Freca. Avant ça, on passe sur la Formule 3, mais on va répondre à ta question. Ferrari a fait le choix justement de mettre Rafael Camara sur une deuxième saison de Freca pour qu'il gagne son premier titre, chose qu'il n'a jamais faite. Hein. Il a toujours été dans l'ombre d'Antonelli. Et Camara, lui, voulait passer en F3. Ferrari a refusé. Camara n'est pas allé au bras de fer avec Ferrari et est resté avec eux. Où il sera chez Prima, il sera le favori. On va y revenir un peu après. Ça reste le favori. Hein. Ça reste le favori. Si Wharton ne met pas Camara dehors, ça devrait aller. On va y revenir un peu après. Homero 142, la F3, j'aime beaucoup. Par contre, il y a une grille beaucoup plus homogène que l'an dernier. Il reste que Shields, Wisnicki, Mathias Zagazeta et comme pilote à reculons. Ouais, c'est assez ouvert. C'est assez ouvert là encore. Ouais, 40 oxy, ouais, ça fait peur certains pilotes. Non, c'est sûr. Après la Formule 3, ça reste. Il y a quand même beaucoup de pilotes ça reste des pilotes très jeunes. Et même les pilotes très compétents, enfin qu'on va voir jouer des victoires des podiums, ils sont aussi sujets à des crashs. C'est des pilotes très peu expérimentés. Donc voilà. Un petit point là comme ça sur la grille, il reste 3 baquets, donc pour l'instant on a du Beganovic, on a du Mini, on a du Tramnis, du Stuka, du Arvin Lindblad, Fornaroli, Mektounif, Ramos, Montoya, Boya, Oliver Goethe, Browning, Stenson, Schild, Wurz, Esterson, Zakaseta, Leon, Flörsch, Smith, Mansell, Van Eupen, Intra Poufassak qui a été annoncé aujourd'hui chez PHM, Dufek, Voisin, Lok et Piotr Wisnicki. On mise sur combien de courses en F3 sans safety car cette année? Et beaucoup, enfin très peu du coup. Allez, on part sur 3.
En vrai, je suis optimiste. En vrai, je suis optimiste. Le trio VAR, j'en fais des cauchemars. Oh, ça rime. Ah, je sais pas si c'était fait exprès, mais c'était magnifique. C'était magnifique, Nitram Nitram. Mais c'est vrai que bon, ça va être compliqué hein, pour eux, clairement. Donc on a 3 baquets restants. On a évidemment donc celui de ART avec aux côtés de Mansell et de Van Open qui devrait aller normalement à Nicolas Tsoloff. Hein. Il partait d'assez loin, on ne savait pas si Alonso allait renouveler son soutien, on ne savait pas si Alpine allait renouveler son soutien. Visiblement, Tsoloff garde le soutien d'Alonso et donc celui d'Alpine. Et chez PHM, ça devrait être Taylor Barnard. À moins qu'il y ait une surprise assez folle et que Taylor Barnard monte directement en F2, visiblement. Et comme ça, Homero, c'est quoi ce line-up pur encore franchement, je trouve que c'est plutôt bien, vu la saison précédente. Mansell, Van Open, Tsoloff, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt bien, hein, franchement. Hein. Tsoloff, c'est la dernière chance, là, clairement. Hein. Papy Alonso, il va pas donner des millions en plus hein, pour Tsoloff, surtout quand à côté, dans la société de management, il y a Bortoletto, il y a Marty, etc., qui ont vraiment performé l'an passé. Donc Tsoloff c'est la dernière chance, mais Mansell c'est quand même un très bon pilote qui était l'une des principales surprises hein, de la saison précédente de F3 avec 2 podiums je crois chez Campos, en étant rookie, en ayant très peu de tests, en ayant fait très peu de tests privés comparé à Marty, comparé à Barter qui étaient ses coéquipiers. Van Open, bon bah c'est un pilote de Freca pas fou mais en vrai on a vu pire, ça va. Et Tsoloff, bah s'il arrive à retrouver sa vista de la F4 espagnole qui faisait qu'il écrasait tout le monde, que c'était, on le mettait au même niveau qu'Antonelli, hein, fut un temps, hein, Tsoloff. Donc on va voir, mais clairement c'est la dernière chance pour lui. Il faut une place pour Dunn. Ouais, je suis d'accord. Il faut une place pour Alex Dunn, hein, le vice-champion de F3 britannique, de GB3. Le rival d'Antonelli hein, du temps de la F4 italienne, c'était en 2022. Malheureusement pour Alex Dunn, voilà, Alex Dunn qui est très proche de Hightech, malheureusement les 3 baquets ont été pris par Browning, Stensorn et Sian Shields, qui est un pilote payant qui amène facilement plus de 2 millions, 2 millions et demi je pense. Je crois vraiment pas trop m'avancer en disant qu'il a payé vraiment beaucoup pour avoir ce baquet chez Hightech. Donc pour Alex Dunn, aux dernières nouvelles, ça repartirait ou soit sur de la GB3 pour Alex Dunn, pour avoir le titre, ou soit, et ça, alors ça, ou soit sur l'Eurocup 3. Et ça, franchement, vu la gueule de la grille en Eurocup 3, enfin, ça va être un massacre. Mais, et je vois pas l'intérêt pour lui. Autant rester en GB3 pour gagner le titre, pour avoir le machin, pour avoir la pression de gagner le titre, etc. Mais si Alex Dunn va en Eurocup 3, ça va être un massacre, ça va servir à rien, ça va pas lui apporter grand chose, ça va même pas apporter de points de super licence, donc non, franchement, voilà, évidemment dans le meilleur des cas il ira en F3, mais ça paraît assez peu probable. Je tente de rattraper un peu les messages que j'ai loupés. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat, salut Gaspachette. Double programme GB3 Eurocup 3 possible. Ah, en vrai, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais de toute façon, tout est possible. Hein. Tout est possible si t'as l'argent. Malheureusement, Alex Dunn, je pense pas qu'il soit si pété de thunes. L'objectif pour Alex Dunn, hein, ça serait d'aller chez Hightech seulement en 2025, puisque voilà, il aurait un pré-contrat avec Hightech en 2025, mais bon, vous savez ce que c'est les pré-contrats. Déjà en F1, ça veut rien dire les pré-contrats, alors les pré-contrats en F3, bon, hein, voilà. Van Open avec De Vries à ses côtés, du coup De Vries de retour sur les paddocks de F1, c'est pas faux. Alors après, De Vries fait pas non plus toutes les manches de Formule 1, fait pas toutes les manches à côté de Van Open, mais c'est vrai qu'on risque de le croiser plusieurs fois. Homero qui nous dit ouais, je pensais pas voir Joseph Lowe sur la grille, il a bien été aidé par sa victoire au Aston Martin Autosport BRDC Award, où justement hein, Autosport a fait gagner Joseph Lowe justement pour le soutenir parce qu'il savait que sans soutien il arrêterait probablement sa carrière. Donc félicitations, enfin bravo à Autosport, bravo au BRDC d'avoir soutenu Lowe, de l'avoir fait gagner. Il a pu gagner une bourse, il va gagner d'ailleurs un test chez Aston Martin en F1, donc c'est énorme pour lui. Tassanapol a un baquet, donc je suis content, nous dit Nitram Nitrin. Bah écoute,
Oui, c'est bien. Il faut qu'il fasse une bonne première manche, parce que voilà, ce gars, c'est le gars des premières manches, et puis après, il disparaît le reste de la saison. Ça n'a pas été le cas hein, cet hiver, il a fait un podium sur la deuxième manche, mais bon. Voilà. Donc écoutez, chez ART, on devrait avoir Nicolas Tsoloff. Chez PHM, on devrait avoir Taylor Barnard. C'est un peu triste hein, qu'il soit... Enfin, voilà, il a fait 10e avec une Genzer, il a fait une victoire avec cette petite Genzer. Et il se retrouve chez PHM en F3, c'est vraiment dommage. Mais voilà, PHM, c'est son sponsor, PHM lui finance tout, donc il leur est redevable de tout. Hein, donc, mais c'est un peu triste qu'il n'y ait pas eu d'autres équipes, d'autres académies vraiment qu'il ait sélectionné quoi. Samy voit Beganovic, Mini et Fornaroli en favori. Alors Fornaroli, je pense c'est pour vu que c'est son coéquipier, je pense que Samy il est en mode tu vois, si j'arrive à battre mon coéquipier qui est le favori pour le titre, je suis vraiment un crack. Franchement, Fornaroli, j'y crois pas spécialement. Après, ça sera sa deuxième année, donc c'est logique. Il aura un avantage sur Samy. Et oui, évidemment, Beganovic, Mini, ça c'est évident que c'est les favoris. Après, voilà, il y a quand même des gros noms. Stenson chez Hightech, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. T'es super dur avec Fornaroli. Non, mais je sais pas, j'ai jamais été très hypé par Fornaroli, hein, que ça soit en Freca, en F3. Non, mais il est pas mal, hein, il est pas mal, mais je le vois vraiment pas jouer le titre. Hein. Enfin, Fornaroli, il avait fait 8ème de Freca sur sa première année, ce qui est bien, mais je sais pas, enfin, il n'y a pas vraiment de hype hein, autour de Fornaroli, mais c'est un bon pilote. Il est possible voilà, qu'on le voit en F2 plus tard, mais je vois pas en lui un futur pilote de F1. Ouais, c'est vrai, il est avec Trident, il était pas mal. Il s'est fait battre par Oliver Goethe, hein, je crois, quand même, hein, ou pas loin. Pas d'académie pour Stenson, toujours après son excellente saison de Freca. A priori, non. Gabriel. Qu'est-ce que je raconte Comment il s'appelle Nicolas Todd, le manager de Stenson, préfère garder les coups des franches et avoir le maximum de choix concernant l'académie. Je trouve que c'est un peu tôt pour l'instant, mais il y a eu des propositions pour Stenson. A priori, pour l'instant, il veut rester libre. Hâte de voir comment va s'adapter Kasper Stuka après avoir écrasé la F4 italienne. Ouais. Franchement, les gens qui viennent de la F4 italienne, donc Stuka et Lindblad, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque ça peut être ou soit un fiasco, ou soit des perfs incroyables. Donc ça va être intéressant. Bon, évidemment, on est là pour parler évidemment du troisième baquet chez MB. Écoutez, oui, le choix des photos n'est pas anodin. Voilà, la troisième MP, c'est le mystère. C'est le mystère que tout le monde se pose. Oui, du coup, il y aura 3 pilotes Red Bull. Hein. Il y aura 3 pilotes Red Bull avec Lindblad, Stuka et Tramnitz. Même 4 d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a Oliver Goethe qui a rejoint Red Bull. Bon, écoutez, voilà, c'est la chronique Adrien David. Vous connaissez, voilà, c'est le fil rouge de chacun de nos lives. On est là. Je suis mort, mais c'est incroyable. Hein. J'ai commencé les lives il y a presque un an maintenant. Voilà, il est toujours là, il a toujours pas de volant, mais il est là. Non, Montoya, il sera plus chez Red Bull. Il est plus dans le Red Bull Junior Team. Il est peut-être encore soutenu par Red Bull, comme Fittipaldi, mais il est plus dans le Red Bull Junior Team. T'as réussi à trouver une photo où il est torse nu, comment t'as fait? Bon, écoute, Instagram quoi. Une photo sur 2, voilà. Il a follow qui cette semaine? Mais devinez quoi, j'ai regardé. Hein. J'ai regardé parce que j'ai essayé de préparer un peu. J'ai essayé un peu de préparer ce live. J'ai essayé de voir qui Adrien David avait follow. Et il n'y avait rien de croustillant malheureusement. Il n'y avait rien de croustillant. Attendez, je revérifie. Non, c'était que des trucs liés de près ou de loin à Sciences Po. Donc, enfin, ouais, il a follow HEC Paris, Harvard, l'ESSEC, des meufs. Mais non, en tout cas, le seul truc lié au sport auto comme ça que je vois, c'est Laura Villars, qui était une pilote vraiment pas folle de F4 Emirati. Voilà. Il préfère les virages à droite. Oula. Il a unfollow MP. Attends. Il y a Dalek66 qui nous dit ça dans le chat. J'ai pas regardé. Mais grosse clim si s'il follow plus MP. Attendez. Ah oui.
il n'y a pas de follow pour MP. Écoutez, mais globalement, en fait, je suis pas surpris. Je suis pas surpris, mais c'est vrai que Adrien David, ça va être compliqué, hein. Il avait fait les premiers essais de post-saison pour F3, de F3 avec MP. Ça s'était d'ailleurs très bien passé, hein. Il avait été plus rapide que Tim Tramnitz. Mais voilà, il avait l'air très très proche d'un deal. Écoutez, malheureusement, voilà, ça s'est assez essoufflé, hein. On l'a bien vu de toute façon, hein, en novembre, quand il a fait le Grand Prix de Macao de Formule 4 et pas de Formule 3 avec Harris, ça commençait à puer. Et puis bah voilà, en fait, hein, pour l'instant, il a passé l'hiver non pas à rouler, non pas à rouler, à se remettre en forme en Formule régionale Moyen-Orient, ça aurait pu être cool. Mais non, 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 Adrien David, il était dans les stands. Il était dans les stands comment dire, pour coacher les pilotes de F4, dont notamment Jules Caranta, dont on reparlera un peu plus tard. Mais donc voilà, hein, malheureusement, c'est, j'imagine, question financière, hein, le talent, il l'a, on le sait tous. Mais voilà, malheureusement, pour Adrien David, ça va être très 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 compliqué. Après, il y a d'autres candidats, mais voilà, en fait, le truc, c'est que si c'est pas Adrien David, on sait pas vraiment qui c'est. Ça pourrait être Emo Fittipaldi, mais il a été déjà annoncé en Eurocup 3, et lui non plus, il a pas tellement d'argent, même s'il a un paternel très 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 connu. Il a déjà été annoncé en Eurocup 3, il a pas non plus tellement d'argent. Est-ce qu'il ferait un double programme? Je sais pas, ça paraît bizarre. Et il y a aussi des hypothèses un peu plus cherchées, d'un peu plus loin. On a par exemple Nikita Bedrin, qui était en Formule 3 l'an passé, qui a été chez Genzer à côté de Barnard et qui avait fait un ou deux podiums, je crois, qui avait été très bon et qui mérite totalement sa place en Formule 3. Et d'ailleurs, c'est un peu une honte, hein, quand même, hein, si Bedrin n'a pas de place en F3. Et Bedrin, il faut se rappeler aussi qu'il a fait des tests. Il a fait des tests de Freca, par contre, avec MP Motorsport en fin d'année. Donc, il y a eu un rapprochement entre Nikita Bedrin et MP. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Bedrin va aller chez MP en F3? Je sais pas. Je sais pas, mais je trouve que l'hypothèse peut être très intéressante. En tout cas, il y a des contacts entre Bedrin et MP. Sinon, il y a Javier Sagrera, qui est un pilote assez moyen d'Eurocup 3, qui a testé avec MP aussi en Freca, qui a fait les deux dernières courses, je crois, de Freca avec MP. Il y a aussi Francesco Braschi, qui avait fait de l'Eurocup 3, qui est pas mauvais, qui ferait pas non plus tâche sur un plateau de Formule 3, et qui fera les dernières courses avec MP en Formule régionale Moyen-Orient cet hiver. Donc ça peut être intéressant, ça veut dire qu'il y a vraiment une coopération en cours entre Braschi et MP. Voilà, en tout cas, Bedrin, Braschi, ça me semble beaucoup plus probable qu'Adrien David. Et puis là, bah voilà, on vient de le voir, Adrien David qui ne follow plus MP sur Instagram. Évidemment, les follow Instagram, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Enfin voilà, c'est pas non plus fiable à 100%. Après, oui, je vois dans le chat, ça parle de Sébastien Hogard, qui avait fait une très bonne saison d'Eurocup 3. Il mériterait. En vrai, il mériterait totalement, hein, Sébastien Hogard. Il a fait 3ème d'Eurocup 3 avec MP. Malheureusement, pour lui, le budget, je pense que ça avait l'air très compliqué. Il a fait aucun test. Luciano Morano. Non, Luciano Morano, il a déjà été annoncé en Eurocup 3. C'est d'ailleurs un scandale, mais bon, toute la grille d'Eurocup 3 est un scandale, presque. Donc voilà. Écoutez, voilà, ouais, ça peut Michael Sheen, Leven Terevesh, bah écoute, le Philippe Ougran. Non mais c'est vrai que ça a l'air très ouvert. Honnêtement, après on pourrait parler aussi de Cass Havercourt, mais Cass Havercourt c'est comme Adrien David, les photos d'influenceurs en moins. Cass Havercourt, c'est beaucoup de talent, pas de budget, malheureusement. L'Eurocup 3, c'est une expérience sociale. Ah, la grille d'Eurocup 3, c'est lunaire, hein. Malvestiti, wow, j'avais plus entendu ce nom depuis très longtemps. Il faudra que tu invites Adrien sur un de tes lives. Ouais, bah si je l'affiche torse nu dans mes lives, je sais pas si on se dirige vers ça. Mais en vrai, ça peut être intéressant, hein. Ça pourrait être intéressant. J'avais déjà fait un live avec lui et Isaac sur la chaîne d'Antoine. Ça date de fin 2021. C'était à la fin de la saison de Freca, de Adrien et Isaac quand ils étaient coéquipiers. Voilà, les trajectoires se sont séparées là, hein, pour les deux, hein. Adrien nous parlait je me rappelle totalement de ce live. Je sais que Adrien parlait d'un plan
d'un plan avec un constructeur, etc. Que il allait redoubler enfin, il allait refaire un championnat européen. Ça serait pas la F3, mais on, voilà, au final, ça s'est jamais concrétisé. Il a fait des piges par-ci par-là ensuite, cette année, l'an dernier, chez ART, chez Monolight. Écoutez, écoutez, on espère que voilà. En tout cas, il a l'air de s'épanouir chez Air-Race. Il a l'air de s'épanouir chez Air-Race, donc il bosse actuellement. Il coach les pilotes de F4. Et voilà, il a l'air de prendre de l'importance chez Air-Race. Et clairement, on sait que si Air-Race arrive à mettre un projet en place, sur l'endurance, sur du GT. Pour ceux qui se rappellent de mon interview de Thibaut de Mérindol, le directeur de Air-Race sur Feeder Series, c'était en juillet dernier. Air-Race a envie de mettre en place des projets en endurance en GT. On sait que s'ils arrivent à faire ça, à peut-être faire des engagements, je sais pas, en European Le Mans Series, maintenant ça me paraît un peu tard, mais on sait que Adrien David serait leur pilote. Mais voilà, Adrien David, il doit énormément à Air-Race, Air-Race doit énormément à Adrien David. Voilà, la relation est très forte, donc si jamais Air-Race arrive à mettre un projet en place sur de l'endurance, sur quelque chose comme ça pourrait se faire, mais pour l'instant c'est assez hypothétique. Ouais, je m'en rappelle, Homero, il avait dit chez les Pistonnets qu'il avait refusé la Ferrari Driver Academy pour l'Alpine Academy. Je lui en avais beaucoup voulu à l'époque, et bah je lui en veux toujours. Il voulait accéder à la F2, F3 le plus vite possible aussi, non? Ouais, RS aimerait bien aller en F2, F3, mais le problème c'est le budget, et le problème aussi c'est qu'il faut qu'il y ait une place. Et pour l'instant, ça va être assez compliqué. La grille de F2, F3 est assez verrouillée, et voilà, aussi je pense pas que RS soit l'équipe la plus... comment dire, la plus riche, ne serait-ce qu'en Freca. Je pense que Prema ou même Saint-Eloc sont au-dessus, ou ART ou MP. Enfin, RS, c'est une petite équipe indépendante. Hein. C'est incroyable les performances qu'ils font en Freca, mais pour aller en F3, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. Mais voilà, après, maintenant, c'est une équipe juste excellente en Freca, en F4. Et on espère qu'ils pourront s'agrandir ailleurs. Je sais que malheureusement, voilà, ça n'a pas marché pour l'European Le Mans Series en 2024, mais voilà, je sais qu'ils réfléchissent toujours à ça. Donc on espère qu'ils trouveront une solution pour étendre leurs activités. On ne sait toujours pas pourquoi il a été drop par Alpine du coup. Bah, Alpine malheureusement gère assez mal ses pilotes. Hein. Enfin, c'est pas nouveau. Il faut se souvenir quand même qu'ils avaient viré Victor Martins alors qu'il avait perdu le titre pour 7 points face à Oscar Piastri en Formule Renault, et que Victor Martins avait éclaté Piastri, enfin éclaté c'est peut-être un peu fort, mais sur la deuxième moitié de saison, Martins avait vraiment largement battu Piastri. Et Adrien David, c'est un peu la même en soi, hein. Fin 2022, Adrien David, Race galère un peu sur la première moitié de saison, mais la deuxième moitié de saison, Adrien David est le meilleur pilote. Il bat Bortoletto, son coéquipier notamment, il bat tous les autres pilotes, mais voilà, c'était un peu tard, du coup ça fait que 4ème au championnat, et Alpine ils ont dit bon ouais, c'est bon, il n'a pas gagné, donc on arrête. Malheureusement je pense que ça s'est arrêté à ça. Voilà, les pilotes qui amènent pas trop de budget chez Alpine, il faut qu'ils performent, c'est ce que fait Victor Martins, hein, c'est pour ça qu'il est prolongé chaque année. Mais voilà, s'il y a des performances un petit peu en deçà, genre Adrien David qui fait 4ème de l'Africa après une deuxième moitié de saison énorme, bah voilà. Donc et après tout ça on s'étonne encore des choix désastreux de Alpine. Bah ouais, hein, l'excellence française. Bon, on passe à la suite et à la Freca. À la Freca en 2024, il y a eu beaucoup d'annonces. Il y a eu beaucoup d'annonces récentes, dont une aujourd'hui avec celle d'Evan Gilter, notre champion de Formule 4 française qui a été annoncé chez ART. Évidemment, c'était pas une surprise. Hein. Donc il y a actuellement 6 Français engagés en Freca. S'il y a une place dispo chez Alpine, ils sont encore capables de ramener Magnussen plutôt que Martins. Mais en vrai, c'est totalement possible. Plus rien ne m'étonne. Hein. Plus rien ne m'étonne avec Alpine. J'ai arrêté d'essayer de comprendre les décisions d'Alpine depuis quelques temps. Enfin, d'Alpine. Je parle de Renault, d'Alpine, etc. Je sais pas trop où ça va, honnêtement. Hein. Je parle pas seulement de l'académie, mais aussi de l'équipe de F1 en tant que telle. Mais ouais. Voilà, je suis toujours je vais pas dire que je suis sceptique sur le projet, hein, mais bon, un peu quand même. Ouais, le management a changé, donc
En tout cas, j'espère que le nouveau management chez Alpine va essayer de remettre les choses en place, mais j'ai l'impression qu'il y a des... Il y a des changements voilà, comme ça tous les ans et qu'on nous dit des grandes révolutions à chaque fois et qu'au final ça n'avance pas. Bref, on parle de l'Africa. Xeland 4 qui commence, hot take, je pense que Camara ne finira même pas sur le podium. Bon, bah comme ça c'est fait, c'est lancé. Raphaël Camara qui c'est vrai déçoit beaucoup hein, pour le début de saison en Fromec, on y reviendra un peu plus tard. Mais donc voilà, on a à peu près une bonne vingtaine de pilotes annoncés. Attendez, je vais même pas compter. 7, 9, 13, 16, 17, 18, 21, 24, 26 pilotes déjà annoncés. 26 pilotes déjà annoncés sur un maximum de 38. Alors évidemment, il n'y aura pas une grille de 38 pilotes. Mais donc, meilleur grid Freca all-time. C'est pas évident, c'est possible. Hein. C'est possible, parce que c'est vrai qu'il y a des redoublants très intéressants, comme Camara, comme Giusti. Il y a des rookies, mais les rookies, j'en parle même pas, c'est une dinguerie. Enfin, rien que côté français, on a Gilter, on a Deligny, on a Naël, et en plus, il y a des gens comme Tuka Taponen qui mènent la Formule régionale Moyen-Orient. Après, voilà, il y a tout plein de pilotes, Niki Bora, Valerio Rinicella, même Ugo Chukwu, Wharton, la championne de F1 Academy, Marta Garcia. On a des redoublants, des Roman Bilinski qui écrasent le championnat de Formule régionale Océanie. On a vraiment énormément de pilotes talentueux, donc c'est vrai que l'Africa, côté français évidemment encore plus, on est encore plus hypé, mais même d'un point de vue objectif international, la grille de Freca paraît exceptionnelle. Bon, c'est vrai que le line-up de G4 Racing ne fait pas rêver malheureusement. Homero qui nous dit pour le coup il y a tellement la place pour les Français en Freca, vu la boost de line-up que nous a sorti Préma, ça va être très marrant quand Naël et Gilter auront Wharton et Ugo Chukwu dans le rétro, on va tous retenir notre souffle. Oui. Oui, d'ailleurs j'ai eu très très peur. Hein. La course 3, quand Théophile Naël partait 3ème et avait James Wharton 4ème, j'avais très très peur. Heureusement, Naël a fait un super départ et a pu s'échapper. Mais c'est vrai, je vais pas dire que le line-up de Préma est mauvais. J'ai vu beaucoup de monde tomber sur Raphaël Camara sur les réseaux sociaux pour son début de saison un peu catastrophique, c'est vrai. Mais c'est vrai que Raphaël Camara, il va devoir gérer beaucoup de pression. Il doit gagner. Il y a pas de voilà, il doit absolument gagner. C'est un peu qui tout double. Il doit gagner ce premier titre. Ferrari a insisté vraiment pour pas le faire monter en F3 et pour le faire redoubler en Freca pour qu'il ait ce premier titre. Et bah, là, comme ça, c'est le favori évident. Parmi les seuls redoublants très importants, il y a Alessandro Giusti, mais Alessandro Giusti il aura le désavantage de rouler dans une ART. ART qui a une saison très compliquée, qui faisait 8ème qui a fait 8ème l'an passé et qui va devoir remonter la pente. Je pense qu'ils en seront capables, mais ils partent d'un peu plus loin. Et après, il y a des redoublants. Il y a d'autres redoublants comme Niki Bora qui avait été très bon aussi. Il y a Roman Bilinski qui commence à avoir beaucoup d'expérience, mais surtout il y a tous les rookies. Tuka Taponen a l'air plus à l'aise dans la Formule régionale que dans la F4, nous dit Xeland 4. Je vais rester quand même un peu modéré puisque Tuka Taponen, si on se souvient bien, l'an dernier il était en F4 Emirati et il avait joué le titre direct. Et il avait plus galéré en S4 italienne, mais c'est vrai que là, Tuka Taponen, c'est exceptionnel ce qu'il nous fait. C'est exceptionnel ce qu'il nous fait. Le line-up Saint-Eloc, c'est quelque chose, hein, clairement. Le line-up Saint-Eloc, Naël, Depalo, Peugeot, j'ai envie de dire quasiment le... Enfin, c'est génial, c'est un trio de rookies phénoménal. C'est un trio de rookies phénoménal avec évidemment Théophile Naël en tête de gondole, le champion de F4 espagnol, celui qui a fait podium au Trophée Andros cet après-midi et qui a tenu tête à Sébastien Loeb. Voilà, et puis voilà, il y a tout plein d'autres rookies, Enzo Deligny. Je vois 8 pilotes qui peuvent gagner, nous dit Homero. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. On en saura plus, un peu plus sur les essais. Je vais essayer de me déplacer sur un circuit, sur un des circuits pour les essais de pré-saison, puisque j'avais appris pas mal de choses en 2022 quand j'avais fait ça. J'avais pas pu le faire en 2023. Mais voilà, c'est extrêmement ouvert. On a un champion de drift. C'est vrai qu'on a Yaroslav Veselao, le pilote ukrainien chez ART qui amène beaucoup d'argent. Buller le retour, ouais, Lena Buller qui avait déjà été là en 2021 et 2022, qui fait son retour en tant que vice-championne de F1 Academy. Bon, bah voilà, on espère que Alessandro et Evan seront gentils avec elle. Mais par contre, en vrai, je pense que Lena finira 3ème ART et devancera très facilement Veselao. Peut-être, voilà, sur des malentendus, il y a moyen de gratter 1 ou 2 points. Enfin, ça va être compliqué. Hein. La grille est tellement relevée. Même pour Marta Garcia, hein, la championne de F1 Academy,
ça va être compliqué, hein. Enfin, elle est dans une préma, elle est championne de F1 Academy, elle a fait une super saison, mais j'ai du mal à être optimiste. Enfin, pour moi, il y a facilement une vingtaine de pilotes qui sont plus rapides qu'elle. Voilà, c'est un peu triste hein, quand on voit qu'on avait Maya Veug, qu'on avait potentiellement Dorian Pain, mais elles feront de la F1 Academy, bah, alors que elle, on sait qu'elle pourrait se battre pour des points, voire mieux. Enfin, Maya Veug a fait des grosses performances pour une KIC, donc voilà. C'est quand les essais Freka? J'ai plus les dates en tête, mais il y a des essais à Hockenheim, au Paul Ricard et à Barcelone, et c'est 3 fois 2 jours dans le mois d'avril. J'ai plus les jours exacts en tête, mais c'est au mois d'avril. La saison commence assez tard. Ici, on est pour Stromstead, nous dit Giggs 1701. Ouais, enfin. Stromstead, il y a eu une grosse hype à un moment, quand il a débuté en monoplace en F4 danoise, et quand il a concurrencé Tsoloff et Barter en F4 Espagne, mais là, la saison précédente, il a été un peu à la ramasse. Il avait été battu par Deligny, par Ho, qui avait qui avait moins d'expérience. Enfin, en tout cas, Deligny avait moins d'expérience. Donc ça avait été assez décevant. Hein. Bah c'est toi qui nous as hype pour lui. Il n'y a pas que moi. Il y a pas que moi. Il y avait beaucoup de hype aussi sur les gens de Feeder Series, de Formula Scout. Voilà. Il avait eu des débuts exceptionnels. Et oui, enfin, il avait eu des débuts en Formule 4 espagnol exceptionnels. Et sa saison 2023, blackout quoi. Blackout. Après, c'est vrai que. Enfin, en fait, il n'y a même pas eu de coup d'éclat. C'est surtout ça qui m'embête. Hein. Donc, on verra. Après, Noah Stansted, il a fait une pige en Freca chez RPM en toute fin d'année. Et il a fait 6ème. Hein. Il était dans les temps de Capieto et de Ramos très rapidement. Donc, il peut nous surprendre. Bilinski énorme en froc, donc en formule régionale Océanie au passage, même si Osef un peu, j'aurais pas mieux résumé. La concurrence est très faible, mais il est quand même énorme. Fab 77 230 qui nous dit toujours pas de news de la FIA pour Deligny. Alors c'était pas une enquête de la FIA, c'était une enquête de la fédération espagnole. Je sais pas vraiment pourquoi, je saurais pas dire, mais je peux le dire que Enzo Deligny fera toute la saison de Freca. Il ne manquera pas de courses, il ne manquera pas de manches. Il va même faire la F4 Emirati sur les prochaines semaines. Il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de suspension de licence pour Enzo Deligny. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Enzo Deligny qui a évidemment, voilà, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, qui avait fait une très grosse erreur d'appréciation sur la dernière course. En ignorant un drapeau noir. Voilà, heureusement, c'était sa seule erreur, sa seule bêtise de la saison, parce que sinon il avait la réputation d'être un pilote propre, de tout ça, et c'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui l'a sauvé très clairement. Il a eu du sursis, hein, je peux vous le dire, il a eu du sursis, il a eu une sanction, et en fait c'est en partie à cause de ça qu'il a loupé les 2 premières manches de F4 Emirati. Voilà, il était censé faire toute la saison de F4 Emirati avec Air-Race, mais l'enquête a traîné en longueur et a donné son verdict il y a quelques jours seulement. Donc en fait, au final, il y a quand même eu une pénalité. L'enquête a duré. Il n'a pas pu faire les 2 premières manches de F4 Emirati. Le résultat, c'est qu'il y a du sursis et que donc, pas de souci pour le reste de la saison. C'est vrai qu'il s'en sort bien. Hein. On avait eu très très peur au début, mais voilà, Enzo Deligny qui va garder le soutien de Red Bull, qui va rester chez Air-Race. Un peu scandaleux qu'il n'y ait pas un minimum de suspension. Je sais pas, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que vraiment encore, voilà, c'est un pilote que je suis depuis ses débuts en monoplace, voire même depuis avant. Voilà, on sent, enfin, vous allez dire que je suis pas objectif. Vous allez dire que je suis pas objectif après, mais en tout cas, en tout cas, c'était sa seule grosse boulette, sa seule bêtise totalement insensée de la saison, et ça faisait plus, voilà, craquage, voilà. Non, le mec est pas en prison. Le mec est pas en prison et voilà. Il s'en sort bien. Je suis d'accord, mais après, voilà, tous les pilotes, tous les restes, tous les gens du championnat, le championnat de F4 espagnol a pris la défense d'Enzo face à la fédération. Donc voilà, hein, je traîne pas non plus dans le paddock toutes les semaines, j'aimerais bien, mais voilà, visiblement.
Erreur d'appréciation, mais le drapeau noir, c'est le drapeau noir. Non, mais non, mais c'est ça. Non, mais il a cru pouvoir négocier après la course et essayer de faire annuler un drapeau noir. Mais frérot, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, voilà, je pense honnêtement que ça lui servira de leçon. Et ce qui va être très intéressant pour Enzo Dell'Ini, c'est de voir comment il va rebondir, puisque il a été, enfin, vous avez pu voir un peu ce qui s'est passé sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il s'est pris un torrent de haine. Euh, voilà, il y a des critiques qui sont totalement justifiées, mais il y avait des trucs en mode, voilà, il fallait limite qu'il fasse de la prison, enfin, il fallait plus qu'il touche un volant, il fallait plus, enfin voilà, les gens lui vouaient une haine terrible. Donc, au niveau mental, ça a dû être très dur à encaisser pour un gamin de 15 ans, on le rappelle, ça sera le plus jeune pilote de FRECA de la grille, c'était le plus jeune pilote de F4 presque. Donc voilà. Le truc maintenant, c'est que dès qu'il fera une manœuvre un peu agressive, ça va reparler de cet incident à chaque fois. En vrai, je sais... Ben, on verra. On verra. On verra, puisque par exemple, quand on a reparlé, quand il y a eu les annonces que Enzo Dell'Ini allait rouler en FRECA chez Air-Race, allait rouler en F4 Emirati pendant l'hiver, bah ça a pas trop fait réagir en fait. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup tassé en quelques jours, en 2-3 semaines. Bon, on verra, de toute façon, il y a que le temps, il y a que la piste qui permettra de gommer ça. Faut juste... En fait, voilà, enfin, évidemment, c'est sûr que s'il fait de nouveau de nouvelles bêtises, c'est sûr que ça va pas aller dans le bon sens. Mais oui, tous ceux qui l'ont envoyé en prison l'ont oublié, moi je suis d'accord. Donc voilà, il faut juste qu'il se concentre sur lui, qu'il fasse, voilà, qu'il se reconcentre, s'il arrive à rebondir de ça, franchement, s'il arrive à rebondir de ça, il était vraiment extrêmement touché au point de vue mental. S'il arrive à rebondir de ça, il peut être, il peut être dangereux, mais dangereux dans le bon sens, je veux dire, puisque Enzo Dell'Ini avait fait des essais en FRECA très 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 impressionnants. Et après l'incident de Barcelone, ça avait été beaucoup plus compliqué. Ça avait été beaucoup plus compliqué, il n'était pas concentré. Voilà, on a vu du mieux fin décembre. Oui, enfin, on a vu du mieux à la mi-décembre. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir ce que va donner la saison d'Enzo Dell'Ini. Voilà. On ferme le cas Enzo Dell'Ini ici, donc voilà, hein, pas de suspension pour lui, que du sursis. Donc ça va être très intéressant, surtout face à Tuka Taponen, qui mène la Formule régionale Moyen-Orient. Oui, côté français, côté français, franchement, les équipes françaises, elles ont des pilotes, ça va être exceptionnel. Naël Depalo-Peugeot chez Saint-Éloque, Dell'Ini Taponen chez Air-Race, bon, Zachary David qui est pas mauvais mais que je mets quand même un cran en dessous, et Giusti et Gilter chez ART, c'est quand même dingue. À la fin, la course de Formule électrique s'est terminée avec la victoire de Nick Cassidy, nous dit Xeland 4. Juste par curiosité, où sont Vergne, Nato et Fenestras, même si je pense qu'ils roulent pour la licence argentine maintenant. Donc voilà, il y a encore quand même des baquets intéressants. Vergne P8, ah, zut. Taponen, c'est mon nouveau chouchou, enfin un successeur pour Kimi, nous demande Matt M1C. C'est intéressant, parce que clairement, voilà, il n'y a que un prodige finlandais, il y a limite qu'un seul finlandais dans toutes les formules de promotion, mais c'est vrai que Tuka Taponen, on va parler de la formule régionale Moyen-Orient juste après, mais Taponen c'est très intéressant. Pour Arden, j'ai entendu parler de John Bennett, je sais pas ce que ça vaut comme info, c'est possible, ça va partir sur des pilotes britanniques a priori pour Arden. Je crois qu'il y a aussi James Headley qui est prévu. Fenestra P6 en Formule E, c'est bien. Je trouve que c'est bien pour sa première ou deuxième saison en Formule E. Voilà. Après, il y a aussi des baquets libres dans la 3ème MP. Là encore, comme en Formule 3, il y a une place à prendre. Je pense que ça va se jouer parmi les mêmes pilotes. Peut-être Bedrin, peut-être Zagrera, peut-être Braski. Voilà, des pilotes qui gravitent autour de MP, mais on ne sait pas vraiment pour quel championnat. Brando Badoer, lui, ça sera chez Van Amersfoort Racing, le pilote affilié McLaren, on le rappelle, et fils du grand Luca Badoer. Chez Trident, c'est complet. Chez Saint-Éloque, c'est complet. Chez RPM, il y a encore une place. RPM qui avait fini 4ème du championnat l'an passé avec Maceo Capieto et Santiago Ramos. Maceo Capieto d'ailleurs qui ne retriplera pas en FRECA. Il a fait 2 saisons de FRECA et il dira adieu à la monoplace. Il a
de ce que j'ai entendu, il a son programme qui est assuré. Et, il a son programme qui est assuré ouais, je pense que je vais m'arrêter là, en endurance en tout cas. En endurance, donc c'est très bien pour Massimo Capieto. Donc voilà, chez la 3ème RPM, ça peut être potentiellement un Français, ça peut être Edgar Pierre, qui avait testé pour eux, mais qui est aussi en discussion avec plusieurs équipes d'Eurocup 3. Edgar Pierre, 9ème de F4 française, qui avait fait, qui est protégé de la Victory Lane de Victor Martins. Voilà, qui est aussi en discussion avec des équipes d'Eurocup 3. Chez RA c'est complet, chez Prema c'est complet, chez Monolight c'est un peu la seule chance pour Kevin Foster, pas d'argent, alors oui, Kevin Foster n'a pas d'argent, ça c'est sûr, mais le chef de Monolight, Mattia Tremolada, qui est aussi un excellent journaliste, Mattia Tremolada est un grand fan de Kevin Foster et espère vraiment accueillir Kevin dans son équipe. Il avait fait des très bons essais en étant très proche de Massimo Capieto, qui est considéré comme un demi-dieu chez Monolight, pour avoir performé comme c'est pas possible en 2022 avec cette petite voiture. Donc voilà, si Monolight arrive à recruter 2 pilotes payants, qui ramènent vraiment beaucoup d'argent, il y a moyen qu'ils aient Kevin Foster. Mais voilà, c'est pas trop dans les mains de Kevin Foster. Voilà, pour les sponsors, ça a l'air très compliqué. Chez MP, voilà, donc on en a parlé. Chez KIC, sûrement des pilotes ukrainiens ou finlandais ou d'Europe de l'Est un peu random qui sortent d'un chapeau. Chez G4, c'est complet avec Romain Antriolo qui fera ses débuts. Et chez Ardennes, voilà, on en a parlé, des pilotes britanniques, Headley, Bennett, voilà. Et chez RT, c'est complet. Edgar Pierre qui avait fini derrière un bien meilleur pilote l'an dernier. C'est vrai que Edgar Pierre avait fini derrière Yannis Steven Edens, le pilote que j'ai interviewé ce matin. Moi je n'attends qu'une chose, une bonne nouvelle pour la grille d'Eurocup 3. Bah, c'est vrai, alors j'ai pas mis la... comment je peux faire ça? La 3ème Van Amersfoort, ça sera pour Brando Badoer. Pilote affilié McLaren. J'avais pas vu Gas Plamenas qui nous demande si j'avais déjà, qui me demande si j'avais déjà parlé d'Adrien David. Oui, et du coup Adrien David, malheureusement, on était assez pessimiste pour lui. Malheureusement, ça va être très compliqué d'aller chez MP en Formule 3. On a d'ailleurs checké ses follow Instagram et Adrien David ne follow plus MP, ce qui n'est pas très bon signe, on va pas se le cacher. Voilà, mais la question aussi c'est qui. Voilà, on a parlé de Nikita Bedrin notamment, qui est pour moi mon favori, mais c'est plus du feeling qu'autre chose. Voilà, il y a plusieurs pilotes qui gravitent autour de MP, ou soit pour de la F3, ou soit pour de la Freca. Donc on va voir. L'Eurocup 3, ouais voilà, j'ai pas montré la grille sur mon diapo, mais c'est quand même assez dingue. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Mais la grille d'Eurocup 3, c'est quand même une bonne grosse rigolade. C'est très international au moins, on peut pas le nier, c'est très international. On a Christian Ho, qui est vice-champion de F4 espagnol, qui est probablement le super favori au titre. Valentin Klus, Suleiman Zanfari, Victoria Blokina, Georgi Zouraski, Bruno Delpino, Emo Fittipaldi, Owen Tangavelu, qui prend la licence vietnamienne, Gareth Berry qui avait fait de la F4 française, Theodore Jensen, Luciano Morano, Abkazava, Cabanellas, Campos et Cooper Webster. Donc voilà, on sait pas d'où ils sortent ces pilotes. On sait pas d'où ils sortent, c'est très random. Franchement, c'est très random. Pour l'instant, honnêtement, en l'état actuel des choses, je vais clairement pas regarder l'Eurocup Pro ou d'un œil très lointain juste parce qu'il y a Owen Tangavelu. Mais sinon, ouais, Campos ça va. Il y a Klus, il y a Zanfari qui ont déjà fait 2-3 petits trucs, et Webster qui est un très bon pilote, mais j'ai plus de doutes sur son équipe qui va débuter, donc on verra. T'as un prono pour la F4 France? Ah bah ça on en reparle un peu après, car on va parler de Jules Caranta. Jules Caranta qui a fait des débuts très impressionnants en F4 Emirati. On ferme le chapitre Freca et on passe sur l'actualité, en quelque sorte l'actualité de la Formule régionale Moyen-Orient avec Tuukka Taponen en tête du championnat. Ah oui, il y a Homero qui disait si Bedrin se retrouve chez MP alors que Barnard pourrit chez PHM, c'est assez triste. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, ouais, enfin, PHM est en train un peu de jeter Nikita Bedrin, parce que franchement, je sais pas trop c'est quoi, parce que Bedrin a un peu le même statut que Barnard, c'est un peu le pilote qui doit tout à PHM,
mais voilà, PHM ne va pas le placer en F3, donc il va falloir trouver une place ailleurs et se détacher de PHM. Au moins ils s'en sortent mieux que l'Euroformula Open, ouais non clairement. Zeland4 qui nous dit tu feras un thread pour présenter la Formula Winter Series qui commence dans 2 semaines, ça oui, évidemment, car il y aura énormément de monde sur la Formula Winter Series. Il y aura une quarantaine, on annonce une quarantaine de pilotes, je sais qu'il y aura notamment un français, il y aura 2 français mais surtout un qui est très attendu notamment par la FFS Arthur Dorisson, on en reparle un peu après. La formule régionale du Moyen-Orient. Vive Théophile Naël. Bah écoutez, excellent résumé, on peut passer à la diapositive. Ouais, il y a clairement un top 5 qui s'est dégagé. Alors c'est vrai qu'il y a un top 5 qui s'est dégagé, mais en fait, dans l'impression laissée, je dirais même plus un top 4 avec Taponen, Stenson, Barnard et Naël. Naël a eu un premier meeting un peu plus compliqué vu que c'était son premier week-end de Formule régionale, de Formule 3 régionale. C'était aussi le premier week-end de Saint-Éloque dans ce championnat. Et voilà, on a l'impression que ça progresse très vite. Alors que Mari Boya, c'est un peu le gars qui est toujours à la lisière de ce top 4. Enfin, j'ai du mal à l'incorporer vraiment dans ce groupe, puisque voilà, on voit il n'y a pas eu de victoire pour le moment. Vous allez me dire pour Stenson non plus, mais Stenson est extrêmement régulier avec 6 top 5. Donc, Ugo Chukwu est-il surcoté? Petite provocation peut-être, ça dépend de ce qu'on attend de lui. Ugo Chukwu, il est arrivé en F4 avec une hype exceptionnelle, tout simplement parce que il était chez McLaren et il était métis, et du coup, beaucoup de gens ont fait le raccourci, c'est le futur Lewis Hamilton. Mais sauf que c'est plus compliqué que ça, mais ça reste quand même un champion d'Europe de karting et qui a gagné l'Euro 4, qui a été vice-champion de F4 italienne sur sa 2e année, certes. Voilà, c'est quand même un très bon pilote, mais maintenant, je pense qu'il y a un peu trop de défauts, un peu trop de failles dans ce qu'il montre depuis ses débuts en monoplace. Lindblad, Camara et Ugo Chukwu sont une grosse déception. Alors pour Arvid Lindblad, c'est un pilote qui n'a pas testé la formule régionale. Il a fait qu'une seule journée avec G4 Racing en décembre, alors que Camara, Ugo Chukwu, Wharton, ils ont passé tout l'hiver à poncer l'Africa. Donc pour Lindblad, je l'excuse plus. Et pourtant il est quand même 8ème. Bien aidé par sa victoire en grille inversée. On est d'accord, la seule diff en Fremec avec la Freca, c'est les pneus et le moteur. Ouais, c'est ça. C'est un moteur Alfa Romeo et pas Alpine. Qui n'utilise pas de push-to-pass, et les pneus c'est des pneus GT, je crois que c'est un manufacturier chinois si je dis pas de bêtises, alors qu'en Freca c'est les pneus Pirelli. Lindblad on l'a pas vu aussi à part pour la grille inversée au premier round. Ouais non, mais c'est vrai que c'est surtout ça en fait, en y repensant il est bien placé au championnat surtout grâce à ça. Théophile Naël pour remplacer Lewis Hamilton en 2025, un thread. Ouais je pense, c'est une très bonne idée ça pour un futur thread, c'est très bien. Petite théorie aussi pour MP, c'était Uchijima car il avait suivi MP sur Insta. Alors ça c'est très intéressant. C'est très intéressant car Uchijima, ancien pilote de F3, il avait, chez Hightech de mémoire, il avait dit qu'il voulait revenir en F3, mais le temps a passé et on avait l'impression qu'il allait jamais revenir en F3, mais ça peut être intéressant. Si Rishi Uchijima revient, c'est pas un mauvais pilote, mais bon, voilà, pas un pilote exceptionnel non plus. Voilà. Étonnant ce championnat où Tassenapol ne fait pas de gros résultats au premier week-end, c'est inhabituel. Non, c'est vrai que voilà, Intra Poufasak c'est le spécialiste de performer le premier week-end et disparaître. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Il a même mieux performé au 2e week-end qu'au premier. Après, les résultats en Fremec, c'est... Ah oui, c'était chez Van Amersfoort, pardon. Oui, j'ai confondu parce que je me rappelais d'un podium avec Adjar qui était chez Hightech. Bref. Merci Gaspachette pour le follow. D'ailleurs, les follows remarchent. Attendez, ça veut dire, si je le revois, si je vois ça, ça veut dire que les follow remarchent. Intrapoufassac, où est-ce qu'il va dans l'année? Intrapoufassac, il a été annoncé cette année. Il a été annoncé aujourd'hui en F3 chez PHM. Du coup, ce sera probablement à côté de Barnard et de Dufek. Merci 40 Toxi pour le follow. D'ailleurs, c'est très moche que ça soit ici. Je vais le descendre là. Hop. Stenson, il fait la saison chez Hightech en F3. Il fait la saison chez Hightech en F3. Pour revenir sur la Fremec, les résultats, c'est toujours un petit mystère.
clairement. Puisqu'il y a des mystères qui ne s'expliqueront jamais, comme les 2 premières courses exceptionnelles d'Alexander Apcazava, qui n'avait marqué que 2 points en F4 espagnol, et qui a fait ces performances-là, assez dingues. Donc voilà. Ah pardon, il fait par toute la saison. Non, Martinus Stenson ne fait pas la saison entière de Fremec. C'est ça qui est intéressant aussi pour Théophile Naël, c'est que Martinus Stenson ne va faire que les 3 premières manches. Ça a déjà été annoncé par Air Race. Martinus Stenson ne va faire que les 3 premières manches et il sera remplacé par Kanato Lee, qui est un pilote japonais qui fera de l'Africa chez G4 Racing et qui est beaucoup moins bon que Martinus Stenson. Kanato Lee qui avait fait 9ème de F4 britannique de mémoire cette année. En vrai, il a juste fait un bon tour en Q1 et du coup, il s'est retrouvé bien classé sur les 2 premières grilles pour Apcazava. Bah ouais, mais quand même, il l'a sorti ce tour. Et ça, c'est étonnant. Moi, je n'avais pas suivi la qualif, j'ai cru qu'il s'était passé un drapeau rouge bizarre et tout. Et non, c'était à la régulière. Et c'est ça qui est surprenant en fait. Et surtout, franchement, en Fremec, les équipes françaises sont exceptionnelles. Harris et Saint-Éloque font un début de saison dingue. RS, j'avais expliqué dans un thread, ils avaient toujours eu beaucoup de mal historiquement au Moyen-Orient parce que c'était pas leur matériel tout simplement. C'était pas leur matériel et ils louaient des voitures à une autre équipe. Et là, pour la première fois, ils sont venus avec leur propre voiture. Alors c'est des châssis différents de ceux de l'Africa, mais voilà, ils sont venus avec des voitures RS. Et voilà, c'est un matériel qu'ils comprennent bien mieux. Et du coup, ça fait premier et deuxième au championnat. Avec Tuukka Taponen qui... Ouais, voilà, est-ce que c'est le prochain Kimi Raikkonen? Voilà, c'est la question qu'on a envie de se poser à chaque Finlandais qui commence à gagner, puisque bah voilà, la Finlande a une tradition historique d'amener très peu de pilotes en F1, mais voilà, quand il y a les pilotes, quand ils sont en F1 et qu'ils sont finlandais, ils gagnent. Alors Bottas n'a pas gagné le titre mondial, mais il a quand même gagné plusieurs courses. Et donc voilà, il y a Bottas qui arrive sur le déclin, on se demande, voilà, il faut que la relève arrive, et pour l'instant il n'y a personne en F2, en F3, mais il y a Tuukka Taponen qui arrive. Taponen qui est un peu plus âgé que d'autres pilotes comme Théophile Naël, donc Taponen est rookie. Tuukka Taponen est rookie, mais il est un peu plus âgé, il a déjà 17 ans, presque un pied dans la tombe, et Tuukka Taponen, voilà, apprend très très vite. Donc ça va être intéressant de voir sa progression. Après, la Fremec, ça reste un championnat de préparation en vue de l'Africa, ou de la F3 pour certains pilotes. Donc c'est ça qui va être le plus intéressant. Là, pour l'instant, ça donne une bonne dynamique, une bonne confiance. Et évidemment, des points de super licence, car beaucoup de pilotes font ce championnat pour les points de super licence. Ça donne 18 points pour le champion, 14 pour le deuxième, puis 12, 10, 6, 4, 3, 2, 1 jusqu'au 9ème, je crois. Donc voilà, Tuukka Taponen qui débute sa saison de manière parfaite. Prema et MP sont perdus. Alors c'est vrai que Homero l'avait signalé, me l'avait dit, c'est que MP n'avait pas son matériel à Abu Dhabi. Ils avaient eu des problèmes logistiques et ils avaient galéré sur la première manche, mais pour la deuxième manche, ils ont reçu leur matériel. Donc il n'y avait plus cette excuse, et justement, le commentateur de la Formule régionale Moyen-Orient, Jake Sanson, avait annoncé jeudi, vendredi, avant le deuxième week-end, que voilà, MP allait être de retour, c'est la grosse histoire, c'est... voilà, hein, le premier week-end, ils n'étaient pas prêts, mais là, le deuxième, voilà, ils sont au taquet. Pas vraiment, hein. Enfin, pas vraiment. Il y a Valerio Rinicella qui a marqué quelques points. On a vu un peu de mieux. Mais Niki Bora, qui est censé être le leader, était pas là. C'était assez déprimant, franchement. C'est assez déprimant. Par contre, c'est ultra mal filmé, la Fremec et la F4 UAE. Oui et non. Alors, en fait, il y a plusieurs soucis. Il y a filmé et enregistré, tourné, commenté. Malheureusement, en fait, ça change un peu d'un week-end à l'autre. Certains week-ends, c'est organisé par le championnat lui-même. Certains week-ends, c'est organisé par les 24 heures de Dubaï ou les Asian Le Mans Series ou quelque chose comme ça. Souvent, en fait, c'est un championnat support d'un truc un peu plus gros, ou d'endurance ou de GT. Donc, le week-end dernier, surtout, ça avait été très compliqué niveau son. C'était assez gênant, surtout les 2 premières courses, je crois. Donc, c'était assez dommage, mais la première manche, c'était mieux. C'est vrai qu'il y a parfois, voilà, il y a des caméras qui manquent, on sent. Hein, on sent qu'il y a des caméras qui manquent. Et
voilà, écoutez, c'est les formules de promotion, c'est aussi le charme des formules de promotion. Mais je suis quand même toujours un peu étonné que des championnats, voilà, les championnats émiratis qui se font quand même un paquet de thunes, n'arrivent pas à offrir voilà, quelque chose de diffusion un peu plus correct, hein, un peu plus correct. Enfin, quand on voit l'Africa, par exemple, c'est très professionnel. Je parle pas de la F3 et de la F2 qui jouent hors catégorie vu que c'est géré par la F1, mais bon, quand même. Comparé à la F4, Espagne, c'est vraiment bien diffusé, nous dit Carantoxy, et ça, oui, totalement. Tout est mieux diffusé que la F4 espagnole, il n'y a aucun souci là-dessus. Je me rappelle des quelques lives qu'on avait fait l'an passé pour suivre les courses de Naël et de Deligny. Ouais. Au moins, ils sont plus sérieux que la F4 saoudienne. Alors, la F4 saoudienne, ouais, c'est un nouveau championnat qui est en train de se lancer. Les débuts étaient prévus en décembre, au final c'est plutôt en février. Bon après voilà, c'est quand même un peu tous les championnats de F4 qui se lancent. Au début c'est très compliqué, hein. La F4 Emirati au début il y avait personne, maintenant il y a 40 pilotes. Donc voilà. Un peu déçu du calendrier en F4, il y a de plus en plus de circuits au Moyen-Orient et on en reste seulement avec 2. Ouais. Bah en fait surtout le problème c'est que c'est vraiment la F4 Emirati, c'est vraiment les Émirats Arabes Unis et ils sont un peu, j'ai l'impression que le championnat est un peu isolé et n'arrive pas vraiment à s'exporter. Je pense qu'ils veulent vraiment s'exporter au Koweït comme ils avaient fait l'an passé, à Jeddah ou à Losail au Qatar, voilà. Donc je pense que c'est un objectif, hein. Je pense qu'ils voudraient bien aller sur d'autres circuits. Après, peut-être qu'il y a des arguments peut-être géopolitiques ou de relations avec d'autres pays, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est vrai que ça serait quand même vachement plus cool s'il y avait pas 3 manches à Yas Marina, 2 à Dubaï, et s'il y avait une manche ouais, au Koweït, au Qatar, ça serait quand même beaucoup plus sympa. La Fremec devrait couvrir F4 Arabie, F4 UAE, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans un monde idéal, ça sera ça. D'ailleurs, on risque d'avoir une situation assez problématique dans quelques années, vu que la F4 UAE prévoit de se renommer F4 Moyen-Orient, alors qu'il y a la F4 d'Arabie Saoudite à côté. Ça, voilà, ça va être un beau bordel. Bref, quelle suite pour la saison? J'avais marqué cette question sur le diapo. Sur le petit PowerPoint, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, il y a Martinus Stensson qui ne fait pas toute la saison, et donc il y a une place qui va se libérer devant. Alors que des pilotes comme Taponen, comme Naël font toute la saison. Taylor Barnard, lui, devrait faire toute la saison, mais il va y avoir un souci, puisqu'il y a une course qui est la course de la 4e manche à Yas Marina, qui est le même jour que le premier jour des essais de pré-saison de Formule 3. Donc va y avoir un souci, il va falloir bien choisir ses priorités, monsieur Barnard, ou aussi monsieur Boya, ou aussi monsieur... Enfin voilà, il y a beaucoup de pilotes qui font la F3. Et c'est vrai, bah ouais, peut-être que Naël peut jouer quelque chose de gros. Alors P2, je sais pas, puisque voilà, Taponen et Barnard a été assez malchanceux le week-end dernier, mais un podium au championnat, ça peut peut-être se viser. Pour Théophile Naël, va peut-être aussi falloir temporiser un peu à Dubaï, puisque à Dubaï, ça va être un circuit où ils vont un peu repartir de zéro. À Abu Dhabi, il y avait déjà eu des essais de pré-saison début janvier, où Saint-Eloc et Naël avaient pu apprendre le circuit, avaient pu faire des réglages. Là, à Dubaï, va falloir un peu reprendre ça. Et sauf qu'à Dubaï, il y aura moins de temps. Et je pense que voilà, la hiérarchie sera un peu moins folle. RACE et Saint-Eloc devront réapprendre certaines choses, et peut-être que voilà, Préma, comme le dit Homero, devrait reprendre un peu du poil de la bête. Pourquoi P2 quand tu peux faire P1? C'est vrai, hein. Non mais après, voilà, Théophile Naël peut viser le titre, et c'est vrai, mais après, je pense que voilà, Tuka Taponen a fait un week-end tellement exceptionnel, le week-end précédent, et puis il est avec RS, qui est une équipe beaucoup plus installée, etc. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais déjà, vous vous rendez compte, le fait que Théophile Naël joue le podium du championnat, c'est exceptionnel. Et les départs, exactement, j'allais en parler, mais les départs, exceptionnels. Parti 3ème en course 2, en course 3, il a pris la tête dès le premier virage, et il l'a pas lâché. Après, franchement, il m'a bluffé. Et il m'a bluffé encore plus aujourd'hui, comme le dit Tonino, à jamais le plus jeune sur le podium du trophée Andros cet après-midi. Il a été superbe, il a résisté à Sébastien Loeb et il l'a même distancé sur la fin. Énorme.
je sais pas, sur une Audi A1 sur de la glace, bon là c'était un peu sur de la boue hein, malheureusement, mais ou sur une formule régionale au Moyen-Orient, bah il est très très bon. Et ouais, ses départs, il a toujours été très bon sur les départs en F4, c'est vrai. Et ouais, alors c'est vrai qu'il avait une pénalité sur la course 1. Il avait fini troisième, hein, il avait déjà fini sur le podium, mais il avait une pénalité qu'il a rétrogradé au 8e rang et qui lui a donc offert une troisième place pour Agrève-Asté. C'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien. Écoute, c'est bien qu'il ait eu sa première victoire. Après, voilà, hein, je pense qu'il il s'en sort très bien, évidemment. Mais donc voilà, hein, pour Dubaï, je pense qu'il va devoir repartir d'un peu plus loin. J'espère qu'on n'aura pas les difficultés du tout premier meeting à Abu Dhabi où ça avait été compliqué, où il avait accroché une douzaine de points. Il faut viser un peu plus, mais je me doute que ça peut être assez compliqué. En tout cas, pour l'instant, voilà, sa campagne est déjà réussie hein, au Moyen-Orient. Déjà une victoire, il y a énormément de chances qu'il gratte des points de super licence. Hein. On rappelle que les points de super licence, c'est pour le top 9 au championnat. En vrai, normalement, voilà, il est quatrième au championnat voilà, ça se fait normalement, ça se fait. Et donc voilà, Saint-Éloque, je vous le dis, il va falloir les regarder de très très près en Freca. Il y a énormément de moyens derrière Saint-Éloque, derrière Naël. Je pense que voilà, ils peuvent faire une très grosse surprise. Je dis pas jouer le titre, hein, ça me paraît gros face à Prema, face à RS en Freca, mais voilà. Prema, voilà, qui va devoir d'ailleurs rebondir. Hein. Pour l'instant, Prema, ça a été très très compliqué. Boya, avec son expérience et une écurie bien expérimentée, devrait tirer son épingle du jeu à Dubaï. D'ailleurs, abuser sa 30e saison de Fremec. Bah, ouais. Ouais, bah, oui, Boya commence à avoir beaucoup d'expérience au Moyen-Orient, c'est sûr, mais écoutez, écoutez, enfin voilà, pourquoi ne pas en profiter? Il y a des points de super licence à se faire, il y a du temps de roulage à se faire. S'il a l'argent, voilà. S'il a de l'argent, pourquoi pas? S'il pouvait faire d'aussi bons choix en F4 en Eurocup 3. Ouais, bah, je pense qu'il faut aussi avoir des pilotes payants, faut aussi gratter des pilotes payants par-ci par-là voilà, ça reste une entreprise, il faut des pilotes payants, même s'il y a beaucoup de soutien derrière, voilà, je leur en veux pas, tant qu'ils performent en Freca avec Naël et avec d'ailleurs Matteo De Palo, Enzo Peugeot. D'ailleurs, j'avais demandé, mais j'ai demandé à Enzo Peugeot s'il allait faire la Formule Régionale Moyen-Orient, puisque vous voyez pour l'instant la tête du championnat. Pour l'instant, tous les pilotes ont fait les 2 manches, mais il va y avoir un turnover, ou soit pour la 3e, ou soit pour la 4e manche, car beaucoup de pilotes ne font que 3 manches, ou 2, ou soit parce qu'ils ont de la F3 après, ou soit parce qu'ils veulent garder un statut rookie en Freca et que la limite pour le statut rookie en Freca, c'est 3 meetings. Donc voilà. Ça va être intéressant à voir. Enzo Peugeot, je lui ai parlé récemment et il m'a dit que c'était en discussion, voilà, qu'il espérait faire la Formule Régionale Moyen-Orient. Donc voilà, peut-être un Français en plus sur les 2-3 dernières manches, on verra ce que ça donne. Enzo Peugeot qui fera la saison de Freca avec Saint-Éloque. Donc voilà, ça sera à surveiller. Ça apporte vraiment quelque chose ce statut de rookie? Pas du tout. Ouais, non mais ça m'a toujours étonné. Hein. D'ailleurs, on en avait parlé avec Théophile Naël quand il était passé sur la chaîne, enfin quand il était passé ici début janvier. Je lui avais demandé s'il comptait faire que 3 manches pour garder un statut rookie en Freca, et il a dit non, bah pas trop. Non, non, qu'il allait faire toute la saison. Théophile Naël lui fera toute la saison parce que bah le statut rookie, bah alors ouais, tu gagnes des trophées en plus. Genre quand t'es sur le podium, t'as peut-être une victoire rookie. Et voilà, mais en fait pour le champion rookie, c'est vrai que ça fait bien sur un CV, on va pas se le cacher, mais en fait ça apporte rien. En fait j'avais vérifié le règlement de la Freca, et le champion rookie, il a le droit, je crois, à une réduction, voire même peut-être des frais d'inscription gratuits pour une 2e saison de Freca. Cool, utile. Enfin, c'est quasiment rien en fait. Enfin, c'est plus honorifique qu'autre chose. Surtout que beaucoup de champions rookies de Freca, bah, s'ils sont champions de rookie de Freca, bah, c'est qu'ils sont assez bons pour aller en F3. Très souvent, ça a été le cas d'Isaac Hadjar en 2021, ça a été le cas de Leonardo Fornaroli en 2022, et le cas de Martinus Stensorn en 2023.
Donc voilà, l'important, exactement, comme l'a dit Théophile, l'important c'est de performer, c'est d'apprendre en vue de la Fréca. Je trouve que la Fréca devrait adapter son système de points, nous dit Gaspla Menace. Juste les 10 premiers qui gagnent des points avec une telle grille, c'est un peu injuste. Ouais, bah je suis un grand partisan de ça depuis très longtemps. Alors, en fait, pas tant de changer ça, ce barème, puisque c'est le barème FIA, et je me doute que c'est peut-être un peu compliqué à changer, mais je pense que justement le classement rookie pourrait peut-être être intéressant, et de faire un top 10 pour les rookies, voilà, ça pourrait apporter quelque chose de supplémentaire pour pas mal de pilotes qui se baladent autour de la 20e place et voilà, enfin, qui vont peut-être faire des courses exceptionnelles, monter jusqu'à la 11e place en partant 35e, mais bah au final ça sera 0 points. Donc le barème moto Grand Prix avec les 15 premiers qui ont des points, non mais je sais pas, après 15 c'est un peu... En vrai je pense que c'est dur, mais 10 ça paraît le plus... ça paraît logique. Après, on fait comme en IndyCar et tout le monde a des points et du coup il y a des batailles pour chaque place, pour chaque position. Mais je sais pas, je suis pas spécialement convaincu. Ouais, il y a le barème Live 3 britannique qui n'a aucun sens et que j'arrive absolument pas à retenir. Il y a genre 35 points pour le vainqueur, il y en a 20 dans la course à grille inversée, mais aussi il y a des points pour quand tu gagnes des places. Le barème de la F3 britannique, c'est un délire. Justy va peut-être se pointer en Fremek, nous demande Homero. Non, alors en tout cas, enfin, je lui avais parlé au gala, enfin à la cérémonie des trophées du sport automobile FFSA. A priori, c'est pas dans les plans. Il disait que ça servait à rien de rouler pendant l'hiver dans les championnats hivernaux. Je suis pas convaincu parce que enfin, pour moi, je pense que c'est plus une question de budget qu'autre chose, ou en tout cas, voilà, il va pas dépenser du budget. C'est un peu comme Evan Gilter. C'est pas des pilotes qui roulent sur l'or. Donc voilà, je pense qu'il va essayer de comment dire, voilà, de se concentrer totalement sur la Freca et sur la préparation à ça. Il va pas faire de course pendant l'hiver, que ce soit pour Giusti, que ce soit pour Gilter. Et en plus, ART, c'est vrai, n'est pas en Formule régionale Moyen-Orient, donc voilà, c'est pas dans les plans pour Giusti ou pour Gilter. On passe à la F4 Emirati. On passe à la F4 Emirati avec évidemment deux Français qui ont brillé, dont une Française, et c'est assez rare pour le souligner. Et ça fait quand même plaisir qu'il y ait enfin une pilote féminine qui arrive à performer, qui arrive à faire des performances constantes, solides, voilà, à se battre aux avant-postes, à la voir à l'écran qu'on la voit à l'écran dans des compétitions mixtes, c'est génial. Et donc félicitations à Dorian Pain d'abord pour ça. Il y a une diapo un peu dédiée sur Dorian Pain, mais voilà, un petit point sur le classement. Freddy Slater, qui fait un début de saison exceptionnel. Il est très attendu. Voilà, c'est l'énormissime favori de la F4, de la Emirati et italienne sur la saison. Il y a les pilotes locaux Kinoa Lazari et Rachid Al-Dairi qui ont fait un très bon début de saison, mais on rappelle que c'est deux pilotes qui s'entraînent, qui ont été formés à Yas Marina depuis leur plus jeune âge presque. Et donc ça risque d'être un peu plus compliqué à Dubaï. Je me trompe peut-être, mais en tout cas ils partaient avec un avantage conséquent à Yas Marina, à Abu Dhabi. Il y a aussi d'autres pilotes qui ont impressionné comme Kin Nakamura Berta, comme Digen Fairclough, Alex Powell pour l'instant, la pépite de Mercedes, c'est un peu juste, enfin pour l'instant on n'est pas si convaincu. Et donc voilà, on va s'apesantir un peu plus sur nos Français. Les Hightech, bonne surprise, je suis totalement d'accord. Ils avaient énormément galéré l'an passé, et là il y a du mieux. Et donc on passe à Dorian Pain, des débuts solides, j'ai titré, parce que je pense que c'est quand même le cas. P8 au championnat, avec un rythme de course intéressant, vraiment très intéressant, et qui progresse. J'avais vraiment bien aimé sur le deuxième week-end. J'avais bien aimé sur le deuxième week-end. Elle a fait P5 à la course 1, et au-delà de la P5, qui est quand même déjà un bon résultat, elle était dans le rythme des 4 pilotes devant elle. Et elle se faisait pas décrocher, elle avait décroché les pilotes derrière. Bon, elle a pas pu non plus porter d'attaque sur le quatrième, mais en tout cas, elle était dans le rythme. Et enfin, voilà, c'est, je pense, la fierté principale. Alors après, voilà, sur les dépassements, sur les batailles, là aussi, j'ai vraiment bien apprécié ce qu'elle a fait. Il y a plusieurs vidéos d'elle qui ont tourné sur les réseaux sociaux, donc ça, voilà.
y a du positif, mais il y a aussi du négatif. On a vu que les départs, c'était vraiment très compliqué. Et surtout, en fait, dans tout le premier tour, elle perdait souvent des places, malheureusement. Et on sent que, voilà, elle a peut-être pas la fougue de jeunes pilotes de 15 ans qui sortent du karting. Elle a vraiment 3-4 ans d'expérience en compétition automobile, et en plus dans l'endurance, dans le truc de gestion un peu, etc. Je pense que c'est un switch pas évident à faire, surtout que là en plus, actuellement, actuellement je sais pas, mais voilà, il y a les 24 heures de Daytona. Elle est aux 24 heures de Daytona ce week-end. À quel point elle peut faire ça, ce switch constant entre endurance et monoplace. Et oui, en plus, j'avais même pas relevé, mais oui, elle est habituée au départ lancé, là c'est des départs arrêtés. Voilà, c'est des choses à apprendre. Mais donc pour l'instant, c'est son point faible principal, avec aussi le rythme de qualif, où voilà, en qualif c'est assez limité. Voilà, pour l'instant elle avait été sixième, elle avait fait sixième des deux qualifs. C'est bien, mais il y a quand même 3-4 dixièmes à aller chercher pour vraiment aller jouer avec Slater, aller jouer avec les meilleurs en fait, tout simplement. Donc, il y a du très bon, il y a du un peu moins bon, mais franchement, c'est tellement à des années-lumière de tout ce que les autres filles ont montré pour l'instant. L'an dernier, il y avait Bianca Bustamante qui avait fait toute la saison de F4 Emirati chez Prema, elle avait marqué 3 points. Et là, bah voilà, hein, enfin, Dorian Pain montre qu'elle est pas dans la même catégorie, elle boxe avec les meilleurs. Pour l'instant, c'est quand même un petit cran en dessous, mais voilà, on a enfin une pilote française sérieuse, voilà, qui joue avec les meilleurs, et ça c'est vraiment très appréciable. Elle est des années-lumière devant Tina Hausmann, ça j'ai été très étonné, Tina Hausmann. Alors, Nitram Nitrin qui est très dur avec elle, 40e de F4 italienne, oui, mais elle était avec AKM Motorsport. On se rappelle de certaines qualifications où elle était vraiment pas loin d'Enzo Dellini, par exemple, qui était son coéquipier. Voilà, Tina Hausmann, malheureusement, qui a fait une manche de F4 Emirati avec XL, qui était la coéquipière de Al-Azari, qui était coéquipière de Al-Azari, malheureusement, ben, on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Et c'était assez surprenant, puisque Tina Hausmann, elle sera coéquipière de Dorian Pain, jeune pilote Aston Martin. Enfin, Tina Hausmann, jeune pilote Aston Martin, Dorian Pain, jeune pilote Mercedes, évidemment. Donc, voilà. A priori, je pensais qu'on allait voir une bataille à 3 pour le titre en F1 Academy entre Maya Veug, Dorian Pain et Tina Hausmann. Je pense que Tina Hausmann, on peut l'éliminer, malheureusement. Oui, après, Tina Hausmann part de plus loin, c'est sûr. Hein, elle a fait aucun test à Abu Dhabi, elle n'a pas fait les tests de pré-saison. Voilà, mais j'ai été quand même vraiment déçu. Hein. Elle était dans les temps de. Elle se battait avec Kari Schreiner, Aurelia Noble. C'était. Enfin voilà, enfin, c'était pas bon. Ça, c'était pas bon. Par contre, voilà, en F1 Academy, il va y avoir Maya Veug face à elle. Et ça va être très intéressant. Puisque Maya Veug, évidemment, elle sort d'une saison de Freca. Elle n'a rien à faire en F1 Academy. Comme Dorian Pain, hein, vous me direz. Mais voilà, en tout cas dans une série de F4, Maya Veug devrait être en Freca, peut-être chez Prema. Tina Hausmann, éternel sous-côté. Non, mais je suis d'accord, mais là j'ai été vraiment assez déçu hein, par son dernier week-end. Mais oui, elle a fait une très très bonne saison, beaucoup plus que ce que les classements montraient. Et c'est vrai qu'elle a un podium en Formula Winter Series avec une AKM qui est vraiment une équipe mauvaise, qui est vraiment une équipe très mauvaise, très 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 modeste, on va dire. Donc voilà, après voilà, ça restait un week-end. Je sais pas si Tina Hausmann en fera d'autres, mais c'était pas fou. Ils auraient dû faire une exception à la 4ème voiture Freca pour Veug et Pain. Bah ouais, mais en fait, du coup, ils ont utilisé cette exception pour faire un partenariat avec la F1 Academy et permettre à la championne, à la vice-championne et à la 3ème, si besoin, d'avoir un volant assuré en Freca. Et du coup, bah, tant pis pour Maya Veug, tant pis pour Dorian Pain. Enfin, c'est vraiment dommage. Ça, c'est... Ouais. Maya Veug, mais en plus, c'est le management de Maya Veug, c'est quelque chose décidément. Ouais, non, franchement, le timing est catastrophique pour elle. Enfin, je pense que je serais déjà parti en dépression depuis longtemps à sa place, mais bon. Après, voilà, le but pour Maya Veug et Dorian Pain, c'est de rouler en F1 Academy pour qu'elles soient dans le top 3 au championnat et que pour qu'elles aient un siège en Freca directement. C'est. Ouais, non, mais. Enfin. Je suis pas. C'est chiant. Enfin, à la rigueur, pour Dorian Pain, ça peut un peu plus se comprendre vu qu'elle débute en monoplace.
façon de parler, mais en tout cas elle débute en compétition de monoplace, alors que Maya Vogue elle sort de Freka. Enfin là, Maya Vogue vous la faites descendre. Enfin, dans un sens, ce partenariat sera pratique pour les prochaines générations, mais pour Vogue c'est vraiment dommage. C'est exactement ça. Je suis totalement d'accord avec l'idée du partenariat Freka F1 Academy, mais là, bah, c'est cata. C'est cata pour Maya Vogue. Et surtout, ça me gêne, puisque Marta Garcia et Lena Buller. Alors Marta Garcia, il y a peut-être un peu plus d'espoir à avoir, peut-être qu'elle pourra accrocher peut-être 1 ou 2 points, mais même vu la grille de Freka, je pense que ça va être compliqué. Et Lena Buller, on l'a déjà vu en Freka pendant 1 ou 2 ans. Alors certes, parfois elle a roulé en étant partiellement blessée, etc. Mais elle était chez Air-Race, à côté d'Adrien David, à côté d'Isaac Adjar, et elle faisait 39e au championnat. Voilà, donc c'est vraiment dommage que... c'est un mauvais timing, c'est un très très mauvais timing malheureusement pour Maya Vogue. Mais du coup la bataille va être très intéressante entre Maya Vogue et Dorian Bain, qui sont un peu les deux seules filles qui arrivent à se battre avec les mecs dans des compétitions mixtes. Donc ça, j'ai très hâte de voir. Après, ne pas écarter non plus des pilotes comme Abby Pouling, qui sort d'une saison extrêmement décevante, mais qui est jeune pilote alpine. Et on se rappelle que Abby Pouling avait fait des podiums en F4 britannique, il me semble. Donc voilà, peut-être Abby Pouling qui peut être une troisième pilote, une candidate au titre en F1 Academy, mais... Non, après la F1 Academy c'est un projet long terme. La F1 Academy c'est un projet long terme. Si on veut que ça marche, c'est vrai que les premières saisons c'est des saisons crash test. C'est des saisons crash test et il faudra pas juger la F1 Academy selon la réussite de Marta Garcia ou de Lena Buller. Ça c'est le pire truc à faire. La F1 Academy c'est un projet long terme. Ils font aussi des partenariats en karting avec les Champions of the Future, qui est une série de qui est un championnat de karting. Il y a des choses qui se mettent en place, mais voilà, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Et c'est pas parce que la F1 Academy arrive qu'on aura forcément une pilote de F3, une pilote de F1 dans 2-3 ans. Non, c'est beaucoup plus long terme. Voilà. Rien que la F1 Academy, que ça se passe en support des Grands Prix de F1, ça va donner beaucoup plus de vocation, il va y avoir beaucoup plus de femmes qui vont être autour du sport automobile, etc. C'est un projet long terme, et forcément, les débuts, c'est pas fou. Bon, go regarder 24 heures de Daytona avec Dorian. C'est vrai, en plus, moi, on s'approche de la fin du live, mais j'ai pas encore fini. Restez, s'il vous plaît. J'ai hâte de voir en F1 Academy des filles qui sortent du karting. C'est vrai que le problème, pour l'instant, de la F1 Academy, c'est que c'est pas mal de pilotes qu'on a déjà vus, ou soit en W Series, et là c'est plus problématique, ou soit qu'on a déjà vu un peu dans des F4 mixtes, brésiliennes, italiennes, etc., et qu'on n'avait jamais été vraiment convaincu en dehors de Maya Vogue et de Dorian Pain. Après, il y a des pilotes du karting très intéressants. Maria Germano Neto, pourquoi pas, alors je la connais pas assez, j'avoue. Mais voilà, Lisa Billard, évidemment, j'allais en parler, que j'ai très hâte de voir en F4 française, qui fera ses débuts dès qu'elle aura 15 ans. Jeune pilote alpine, elle aussi, et française, cocorico. Le but de la F1 Academy, c'est pas de former des jeunes femmes pendant 4 ans, c'est aussi beaucoup pour montrer aux petites filles des idoles et des modèles à admirer également, et en encourager à se lancer. C'est exactement ça. Et c'est bien que ça vienne en complément des Iron Dams en endurance. Qu'il y ait une présence de plus en plus importante. Et voilà, on va voir ce que Dorian Pain et Maya Vogue pourront faire, jusqu'à où elles pourront monter. Bon, pour Maya Vogue, elle repart un peu à zéro, c'est dommage pour elle. Pour Dorian Pain, faut voir. Le plan, ça peut être de monter en Freka, de monter en Freka en 2025, voire en F3, je sais pas. Germano Neto, c'est pas incroyable, mais c'est des qualifications en finale chaque week-end de karting au hockey junior en gros. Écoute, c'est plutôt bien. Faudrait voir son équipe pour savoir si c'est bien ou si c'est moyen, mais c'est bien. La F1 Academy crée des étapes, le vrai combat est au niveau du karting, nous dit Manjox, mais justement, la F1 Academy crée des trucs avec le karting, avec certains championnats. Donc non, il travaille aussi sur le karting. L'endurance est beaucoup plus en avance avec les femmes que la monoplace. Ah ouais, ça clairement. Je sais pas à partir de quand il y a eu une telle différence, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Ouais. Je saurais pas vraiment totalement l'expliquer d'ailleurs, mais voilà. Écoutez, on passe à l'autre français. À l'autre français qui est mon chouchou. Qui est mon chouchou dont je parle. J'ai vu que mon premier tweet sur lui c'était en 2022, donc ça commence déjà un peu à dater. Jules Caranta, 15 ans.
15 ans, qui a fait ses débuts, qui était l'un des rares vrais rookies hein, en Formule 4 Emirati sur ses 2 premiers week-ends. Puisque même Dorian Pain, par exemple, elle avait déjà fait des courses de F4 en Malaisie avant ça. Jules Caranta, c'était l'un des rares vrais rookies. Il était dans une R-Race qui, en F4, ne se bat pas du tout avec Prema. Il a fait une victoire rookie. Il a fait des qualifications constamment dans le top 10, sauf la première qualif, il me semble. Il a fait des dépassements incroyables qui ont été aussi médiatisés, je pense sur une high-tech, je crois. Sur une high-tech, j'ai vu que ça a été pas mal partagé par Motorsport TV notamment. Jules Caranta, il me bluffe. Enfin, franchement, j'attendais ses débuts en monoplace. J'avais entendu de très bonnes choses sur des tests qu'il avait fait avec Air-Race, où a priori, enfin voilà, en comparaison à Adrien David, il était très intéressant. Donc j'attendais les débuts de Jules Caranta avec impatience. Et j'ai pas été déçu. Il a été voilà, une victoire rookie face à des pilotes comme Nakamura Berta, comme Alex Powell, comme Dorian Pain, entre autres. C'est vraiment très solide pour des débuts. Alors forcément, il y a eu quand même quelques collisions quand il évoluait dans le top 10 surtout, mais il n'était pas fautif. C'était même pas des incidents de course, c'était l'autre pilote qui était jugé fautif. Je sais pas si c'était vraiment évitable. En tout cas, je lui en veux pas pour ça. Je suis quand même un peu une petite réserve quand même. Il avait calé au départ de la course 3 de la première manche. Et après ça, il a eu beaucoup de mal à refaire des bons départs. Alors que ses tout premiers départs étaient très bons. Donc voilà, c'est pas un grand drame en soi. De toute façon, il fait la F4 France, qui sont des voitures différentes que les F4 Emirati. En F4 Emirati, c'est les Tatus, les voitures italiennes. En F4 France, c'est les voitures Migale, les voitures françaises. Aya Nakamura Berta. Oh là là, on sent que c'est la samedi soir, l'apéro a déjà commencé chez certains. Et donc voilà, Jules Caranta, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en Formule 4 française. Malheureusement pour lui, c'est la fin de saison. Non, mais on ne le reverra pas en F4 Emirati car il laisse sa place à Enzo Dellini. En fait, voilà, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt sur le live, il a profité de l'enquête en cours, l'enquête en cours sur Enzo Dellini concernant voilà l'incident de novembre dernier à Barcelone. Enzo Dellini était censé faire la saison entière de F4 Emirati, mais voilà, il y avait cette enquête qui était en cours qui faisait que Enzo ne pouvait pas rouler sur les 2 premières manches, et du coup Air-Race ils se sont dit hey, le petit français là qui nous avait impressionné aux essais là, Jules Caranta, bah, on va l'appeler comme ça, voilà. Et donc il a fait ses 2 premières manches, il a parfaitement répondu aux attentes, voire même je pense excédé ses attentes, mais donc voilà, c'est ses seules manches qu'il fera, il sera remplacé par Enzo Dellini. Vous me direz pourquoi Enzo Dellini fait de la F4 alors qu'il fait de la Freca, qui est la catégorie au-dessus, tout simplement parce qu'Enzo Dellini a 15 ans pour l'instant. Ça fait un an qu'il a commencé la F4, mais il a encore 15 ans et qu'il faut avoir 16 ans pour rouler en formule régionale. Donc bah, Enzo Dellini doit prendre son mal en patience et passer par la F4 Emirati. J'espère être aux essais à Nogaro pour voir Jules, nous dit Tonino. Ouais, moi j'espère être aux essais au Mans. Normalement j'y serai, hein, ce sera début mars, les essais de pré-saison collectif de la FFSA. Jouka3 qui dit je garde ma pièce pour parier sur Arthur Dorisson. En vrai, ça va être une saison de F4 France très intéressante. J'ai parlé avec Yannis Steven Edens, voilà, Nitram, coucou. J'ai parlé avec Yannis Steven Edens, je lui ai demandé qui étaient, selon lui, ses principaux rivaux pour la saison. Il m'a cité en premier nom Jules Caranta, qui bien sûr l'a impressionné, hein. Qui bien sûr l'a impressionné sur la F4 Emirati. Il a aussi parlé de Pacom Weissenberger, le champion de France FFSA Junior karting en titre. Et aussi il a parlé de d'autres redoublants qui m'ont un peu plus surpris, j'avoue, puisqu'ils ne m'avaient pas impressionné sur la première saison. Louis Schlesser et Leonardo Menia. Leonardo Menia, je comprends un peu plus, mais Louis Schlesser, enfin, on l'a pas beaucoup vu. Et il n'a pas parlé d'Arthur Dorisson, ce qui m'a assez étonné, j'avoue, puisque Arthur Dorisson, voilà, c'est quand même le chouchou de la FFSA, il est couvé depuis 1-2 ans maintenant, il a fait tous les essais collectifs en 2023 déjà, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, car il est très bien préparé, Arthur Dorisson, pour ça. Maintenant, voilà, les essais, sa première pige qu'il avait faite, Arthur Dorisson, ça avait été assez
compliqué. Voilà, on n'avait pas vu de choses exceptionnelles, contrairement à Jules Caranta. Mais après, Arthur Dorisson était malade sur la pige qu'il a fait au Castellet. Il était malade. Donc, il n'était pas à 100% de ses moyens. Voilà, ça avait été décevant. Je pense que il était très déçu. Mais voilà, Arthur Dorisson qui va faire les Formula Winter Series. Il va faire les Formula Winter Series avec Gensler Motorsport. Donc on va suivre les Formula Winter Series. Ça va commencer le 9 février à Jerez, avant d'aller ensuite à Valencia, Motorland Aragon et Barcelone. Donc la maladie du j'ai sous-performé, donc je trouve une excuse. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez facile, et surtout qu'en plus, je veux pas dire, mais dans le paddock, il avait même pas de masque. Hein. Bon, super. Hein. Non, mais après, voilà, de toute façon, c'est un week-end. Tous les autres pilotes avaient fait toute la saison avant. Voilà, on verra un peu plus là, en 2024, il faut performer. Pourquoi la FFSA parie autant sur Dorisson? Très bonne question. Je me rappelle d'ailleurs qu'en 2022, Arthur Dorisson a reçu un volant d'or. Un volant d'or FFSA qui est un peu la... Salut Natoon28. Pardon, j'en étais où? Arthur Dorisson, où il a gagné un volant d'or qui est un peu la récompense la plus prestigieuse de la FFSA. Par exemple, cette année, c'était au Pourchère qu'on a eu un. Je crois qu'il doit y en avoir aussi eu un pour Gasly et Ocon pour leur podium. Et voilà, Arthur Dorisson, à 14 ans, bam, il avait déjà cette récompense. Et oui, voilà, il avait surtout gagné le titre de champion de France FFSA Junior de karting en 2022. Et aussi le titre de champion du monde FIA Academy Trophy. Voilà, c'était le premier titre pour la France. Matteo Capieto avait fait deuxième en 2020, Antoine Hubert avait fait deuxième en 2010. C'était la première fois que la France gagnait. Donc ils se sont dit, on mise tout sur Dorisson. Donc Dorisson a une grosse préparation pendant toute l'année 2023. Et donc voilà, maintenant il a 15 ans et il va faire les Formula Winter Series avec Gensler Motorsport et la F4 française. Il est surcoté, nous dit Fab 77230. Bah je sais pas, enfin en tout cas en karting il était très bon. Pour l'instant en monoplace, il n'y a pas de chose qui me fait dire que voilà, ça va être le super gros talent. Alors que pour Jules Caranta, bah je suis déjà plus impressionné. Donc oui, Arthur Dorisson, il y a aussi une hype derrière lui puisqu'il est normand, il est géré aussi par la FFSA comme j'ai dit, mais aussi son parrain sportif c'est un certain Pierre Gasly. Donc voilà. Je l'ai pas vu, pas en forme, mais Percy était là, donc on l'a bien vu en forme. Augustin Bernier à suivre aussi. Non, oui, totalement Augustin Bernier à suivre. A priori, ses premiers essais avec la F4 nouvelle génération ont été très intéressants. Donc Augustin Bernier, le petit frère de Victor et lauréat du volant Field Racing de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié, à suivre évidemment. J'ai très hâte. D'ailleurs, ouais, je pense que Bernier peut totalement jouer devant. Hein. Je le vois même peut-être plus que Dorisson. Donc voilà. La F4 française, ça va être à suivre. Va y avoir... Alors j'ai fait une interview avec Yannis Steven Haydens, donc le pilote belge, le mieux classé des redoublants ce matin. Interview qui devrait sortir. En vrai, je vais prendre mon temps parce qu'il n'y a aucune urgence et qu'il y a des championnats plus urgents en ce moment. Donc il y a moyen qu'elle sorte fin février, début mars, avant les essais de pré-saison qui sont le 6 et 7 mars au Mans, si je dis pas de bêtises. Des changements dans l'équipe de France FFSA circuit, je ne sais pas. Je vais être honnête, je n'ai aucune info là-dessus. Je sais pas si Théo Pourchère par exemple est gardé, puisque bah il est plus dans la pyramide F1, F2, F3, F4, Freca F4. Donc je sais pas. Evan Gilter, vu qu'il est champion, j'imagine qu'il va monter. Alessandro Giusti, j'imagine qu'il va être resté. Enfin, en fait, il y a trop de pilotes français là en ce moment. Il y a un peu trop de pilotes français d'un coup. Donc voilà. Aucune urgence, un des 3 seuls Belges en monoplace et c'est pas urgent, Percy. Bah, désolé, mais je sais que avec toute la Fremec, la F4 UAE, etc., ça va être compliqué, voilà. Puisque l'article, alors il n'est pas encore écrit, mais il est déjà retranscrit, ce qui est la partie la plus laborieuse de l'écriture d'un article. Mais voilà, l'article, il va être prêt
incessamment sous peu, c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, Yannis Stevenedens, il est flamand. Voilà, j'avais un doute, je lui ai demandé s'il était flamand ou wallon, il est flamand, et il parle très bien français. Écoutez, on a le planning du reste du début de saison, si j'ai envie de dire. On aura le retour de la Fremec et de la F4 UAE à Dubaï. On aura ensuite le début des Formula Winter Series le 9 et 11 février à Jerez, suivi du dimanche au mardi par les tests de précision de F2, de F3 à Bahreïn, les tests de précision de F2 notamment avec la nouvelle voiture, donc ça va être à suivre de près. Le 16-18 février, la Fremec, la F4 UAE et les Formula Winter Series. Un week-end où on fera rien, en attendant patiemment le retour de la F1, de la F2, de la F3 à Bahreïn. J'ai trop hâte. Là maintenant, je commence de nouveau à avoir le manque de la F1, de la F2, de la F3. J'avais fait vraiment une overdose fin novembre, mais là, ça commence à revenir. On aura aussi les Formula Winter Series, et le 7 et 10 mars, on aura F1, F2, F3, F1 Academy aussi. On aura Dorian Pain donc qui fera sa rentrée à Jeddah, et la finale des Formula Winter Series. Et là, on aura enfin fini la saison hivernale et on pourra totalement débuter la vraie saison, si j'ai envie de dire. On aura la F4 France à Nogaro pour le week-end de Pâques, pour les coupes de Pâques à Nogaro, qui sera le premier championnat européen à repartir. L'Africa, ça reprendra un peu plus tard, ça sera début mai à Hockenheim. Mais voilà, ça va commencer à revenir, et voilà, de toute façon, dès le week-end prochain, on a la Fremec et la F4 UAE à Dubaï. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live, ça faisait plaisir. Merci à ceux qui ont follow, merci à ceux qui ont sub. Déjà, ça m'a permis de revoir que le truc des notifs remarchait, donc ça c'est très chouette pour les prochains lives. Évidemment, vous me connaissez, il n'y a toujours pas la fibre chez moi, donc là je suis chez mes parents, donc je ne sais pas quand sera le prochain live. J'essaye d'en faire le plus souvent possible, mais c'est pas évident. Promis, dès qu'il y a la fibre, il y aura des lives minimum toutes les semaines, et j'espère un peu plus souvent, même 2-3 fois par semaine, peut-être plus, j'essaierai, mais voilà, pour l'instant il n'y a toujours pas la fibre. Orange, bougez-vous. Et donc voilà, excellente fin de week-end à tous, très bonne 24 heures de Daytona si vous regardez, et voilà, on se retrouve sur Twitter, sur Instagram, sur Threads, sur TikTok, sur YouTube, sur feederseries.net, partout. Et écoutez, voilà, très bonne soirée à vous, très bonne fin de week-end, bonne 24 heures de Daytona, et bisous, allez, bonne soirée, salut.